Bonjour à toutes et tous. Merci de nous suivre pour cette discussion sur le Sénégal entre prédation électorale et effondrement démocratique. Donc, je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je m'appelle Florian Poubin. Je suis étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est sous blocus depuis 9 mois. Mes recherches portent sur les luttes de libération et la violence d'État au Sénégal, sous Senghor en particulier, et je suis l'éditeur d'un recueil de réflexions politiques du philosophe et militant Omar Blondin Diop, ainsi que l'auteur d'une biographie à paraître. Donc je remercie le FRAPP pour cette opportunité d'échanger en ce jour de vote confisqué. Nous traversons aujourd'hui une crise inédite dans l'histoire politique du Sénégal, créée de toutes pièces par le chef de l'État et rendue possible par les pouvoirs exorbitants que lui confère la Constitution. Une crise qui s'inscrit dans une longue durée que Nongo Somasila appellerait l'impérialisme électoral. Et notre échange aujourd'hui se fera justement avec Nongo Somasila et Ousmane Norinigay. Nongo Somasila est un économiste du développement, actuellement directeur de la région Afrique de l'International Development Economics Associates, IDEAS, et auteur de nombreux ouvrages, dont À quatre mains avec la journaliste Fanny Pigeot, de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, et de la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral, paru il y a quelques mois aux éditions La Découverte. Ousmane Norinigay est un militant anti-impérialiste et anticapitaliste, diplômé de Sciences Po Grenoble en communication politique. Il est le coordinateur de Frappe Diaspora depuis 1 an et milite au sein du PASTEF depuis 2017. Donc aujourd'hui, 25 février 2024, le peuple sénégalais était appelé aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle, mais la volonté d'un homme et de son clan en a décidé autrement et a plongé le pays dans une profonde incertitude. J'en profite, avant de commencer, pour m'incliner devant la mémoire des victimes de ce coup d'État, tués par sa police: Modou Gueye, commerçant à Colobane; Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis; et Landing Camara Diedhiou, lycéen à Ziguinchor. Pour commencer, Nongo, Ousmane, comment est-ce que vous nous analysez la séquence que nous vivons ces dernières semaines? Alors, moi, je laisse la parole à Dogo, avec plaisir. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci Florian pour cette introduction. Ça fait plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui pour discuter de la situation du Sénégal. J'en profite pour saluer mon co-panéliste Ousmane et le FRAP aussi pour leur invitation. Aujourd'hui, 25 février, normalement, les populations étaient censées aller voter pour élire le nouveau président. Mais par une décision prise il y a quelques semaines par le président Macky Sall, nous voilà dans une situation où on ne sait pas quand est-ce que le premier tour de l'élection va se dérouler. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que on a l'impression que le gouvernement était mal en point dans la mesure où, pour une fois, on a un défi qui vient d'une certaine partie de la classe politique qui avait en tout cas les chances de se faire élire. Parce qu'on a vu depuis quelque temps qu'il y a une forte demande, euh, en tout cas d'alternance politique, une demande d'alternance politique qui se double également d'une demande forte de souveraineté des peuples, pas seulement au Sénégal, mais de manière générale dans toute l'Afrique francophone. Euh, et cette double demande d'alternance politique, de souveraineté, a également comme soubassement une crise euh, que nous, en tout cas avec ma côte Fanny Pigeot, nous appelons la crise de la France-Afrique. Parce que dans le cas des pays d'Afrique francophone, au sud du Sahara, il n'y a pas eu véritablement d'indépendance. Et donc, la plupart des gouvernements qui ont été en place, disons depuis 1960, à part quelques-uns d'entre eux, n'ont rarement été légitimes du point de vue, disons, des peuples, des revendications des peuples. Et donc, dans le cas du Sénégal, pays qu'on a dit être une démocratie, en fait, là, on voit que cette vitrine démocratique, entre guillemets, craquelle, elle ne convainc plus. Pourquoi? Parce que pour une fois, euh, on a un vrai défi. On avait eu un défi en 1962 avec Mamadou Dia.
qui voulait d'une certaine manière donner une autre trajectoire politique au Sénégal. Et là, on voit avec le PASTEF et certains autres partis politiques, ou en tout cas certaines figures politiques du Sénégal, qu'il y a une demande de souveraineté, il y a une demande de rupture avec l'ordre France-africain. Et donc, à mon avis, cette crise s'explique d'une certaine manière par le fait que le système france-africain néocolonial dans lequel nous sommes jusque-là n'a pas permis, en tout cas aux candidats en rupture avec cet ordre, de s'imposer via les urnes. Et donc, dans le cadre du travail que nous avons fait, nous ne connaissons pas de leader, en tant soit peu progressiste, c'est-à-dire soit nationaliste, panafricaniste, voilà, de gauche, hein, communiste, qui soit parvenu aux élections, qui soit parvenu au pouvoir, hein, je veux dire pouvoir exécutif, chef d'État, via des élections normales. Et donc, du coup, quand cette élection, en fait, Macky Sall a pris la décision de reporter l'élection, c'est très décevant, mais c'est conforme à la logique historique de la France-Afrique qui consiste à prévenir, en fait, les candidats, en tout cas potentiellement contre le néocolonialisme français, de s'imposer via les urnes. Donc, c'est très décevant, mais c'est pas surprenant. Donc, c'est une crise que nous avons au Sénégal, mais c'est une crise plus générale qui s'exprime dans les différents territoires qui ont été sous domination française et qui s'exprime parfois par des coups d'État dans certains pays et dans d'autres par une résurgence, en tout cas des pratiques répressives, en fait, qu'on croyait, en tout cas, révolues d'une certaine manière, en tout cas des pratiques qui étaient associées au temps du parti unique. Alors, merci Nango pour cette réponse et j'y souscris totalement. Mais tout d'abord, merci Nango pour la disponibilité, pour le frappe et pour la lutte en général. Et merci pour ta contribution qui est aussi essentielle à cette lutte. Beaucoup de camarades n'ont pas peut-être la possibilité de te le dire, je te tutoie volontairement en direct, mais tu as participé dans le processus de politisation de beaucoup de camarades. Et merci d'avoir facilité l'accès à certaines informations sur le franc CFA, sur l'impérialisme et sur la France-Afrique. Donc, merci beaucoup. Et pour la question de Florian, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est en fait l'aboutissement d'un long processus de confiscation des libertés individuelles. Même si au Sénégal, pendant longtemps, on a considéré que la démocratie, c'était l'organisation d'élections de manière périodique. En fait, il n'y a jamais eu d'élection libre au Sénégal hein, depuis 1960. C'est une sorte de chimère qu'on entretient depuis longtemps, en disant que le Sénégal est une vitrine démocratique. Et ça, les médias français aiment bien dire ça. En fait, le Sénégal n'est pas une vitrine démocratique. Le Sénégal n'est pas plus démocratique que les autres pays à côté, même si les trajectoires des pays de l'Afrique de l'Ouest notamment ne sont pas similaires. Le Sénégal a toujours, l'État en tout cas sénégalais a toujours fait l'objet de confiscation des libertés individuelles, n'est-ce pas, de simulacres de régimes libres et égalitaires, mais ça n'a jamais été le cas. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est assez fidèle au processus, n'est-ce pas, de confiscation depuis le régime de Senghor jusqu'à Macky Sall aujourd'hui. Ce qui se passe au Sénégal, malheureusement, c'est aujourd'hui, on a touché le fond parce qu'on a reporté des élections, alors que les populations étaient assez fidèles à ce rituel-là. Donc, tous les 5 ans, tous les 7 ans, on va voter pour. En fait, on a l'illusion d'avoir le pouvoir de changer. Et ça, c'est ce qu'on a confisqué aujourd'hui au Sénégalais. La démocratie sénégalaise a toujours été, entre guillemets, électoraliste. Donc, le fait que Macky Sall ait décalé et annulé les élections, c'est ça qui est nouveau dans la donne. Mais en soi, la confiscation et l'effondrement démocratique du Sénégal a toujours a toujours été un fait. Et on reviendra dans les détails en ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté d'opinion, d'organisation, la liberté politique. Toutes ces libertés-là ont fait l'objet, n'est-ce pas, de restrictions, de durcissement du régime politique et sécuritaire. Donc en fait, ce qui se passe au Sénégal n'est pas si surprenant que ça. Ce n'est pas si surprenant que ça. Ce qui est nouveau, c'est juste le fait que Macky Sall ait annulé les élections. C'est un deuil pour le peuple sénégalais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait, on est le 25 février, on était censé aller aux élections. Et Ndongo l'a dit,
la bourgeoisie que Macky Sall représente aussi a pris peur de, de la nouvelle en fait, génération politique. C'est une génération d'idées, mais aussi d'opposition radicale. C'est de ça dont Macky Sall a peur. C'est donc la bourgeoisie en soi qui a tremblé aujourd'hui, malheureusement. Parce que le fait que un candidat comme Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko arrive au pouvoir, ça aurait changé énormément de choses au Sénégal. Donc, je pense que là, c'est une manifestation pertinente de la lutte de classe, quoi. Alors, merci pour ces réponses. On va revenir un peu plus en détail sur les ramifications du contexte actuel. Il y a un point que vous avez tous les deux touché, et je pense que c'est important qu'on revienne dessus, c'est la question de la vitrine démocratique supposée du Sénégal. L'idée qu'il y aurait une exception démocratique sénégalaise qui remonterait, comme Dongo le rappelle, à des cahiers de doléances envoyés par des esclavagistes. Pour revenir sur ce roman national qui fait consensus à l'international, il se base sur le fait qu'il n'y aurait pas eu de coup d'État militaire au Sénégal, qu'il y aurait eu deux alternances politiques, donc deux partis au pouvoir qui se seraient vus déchus par les urnes et remplacés par un autre parti politique. Pourtant, lorsqu'on examine de plus près, évidemment, la violence coloniale, mais les premiers pas de la présidence de Senghor, la répression politique a sévi dès les premiers jours, dès les premiers mois, et c'est inscrit donc dans la continuité de cette violence coloniale-là. Et si aujourd'hui on érige le Sénégal comme modèle, euh, ce n'est pas le fait de père de la démocratie, comme se le sont autoproclamés les présidents Ouad et Diouf récemment, mais c'est le fait de luttes, souvent de gauche, qui ont permis d'arracher des acquis démocratiques. Donc Ousmane et Ndongo, vous, comment est-ce que vous lisez le discours qui s'est construit autour du Sénégal depuis son indépendance sur cette supposée vitrine démocratique, avant-garde démocratique en Afrique? Bon, comme tu viens de le dire, hein, c'est une construction tout à fait mythique et qui ne correspond pas à la réalité. En tout cas, quand on prend le temps de revenir sur l'histoire, comme tu l'as dit, d'une certaine manière, pour parler d'une nation démocratique souveraine, il faut déjà qu'il y ait un État souverain. Et donc, l'État souverain lui-même peut ne pas être démocratique. Mais le fait est que, dans le cas du Sénégal, c'est d'une certaine manière ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance qui se sont retrouvés, en tout cas, au pouvoir au lendemain des indépendances. Et cette indépendance elle-même a été acquise d'une manière totalement anticonstitutionnelle. Ça aussi, on l'oublie, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe, il faut toujours retourner à l'histoire parce que, et il faut toujours aussi avoir un prisme plus global, c'est-à-dire pas seulement regarder le Sénégal, mais tous les territoires d'Afrique francophone au sud du Sahara. Parce que, d'une certaine manière, la conscience que nous avons, c'est la conscience euh, d'un putschiste, le général de Gaulle. La pratique constitutionnelle d'un putschiste, le général de Gaulle, arrivé au pouvoir en 1958 par un putsch. Et la constitution qui est mise en place, 1958, on demande à tous ces territoires, Sénégal, Guinée, etc., tous ces territoires, AOF, AF, Afrique occidentale française, Afrique occidentale française, d'une certaine manière, est-ce que vous voulez l'indépendance? Et tous disent, non, nous n'en voulons pas, nous voulons rester dans le cadre de la communauté, sauf Sékou Touré. Et donc, de la même manière que ces territoires avaient validé leur appartenance à la communauté via référendum, ces mêmes territoires auraient dû en sortir via un référendum. Et ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. À un moment donné, la France de De Gaulle et de Michel Debré, Premier ministre, bon, s'est rendu compte qu'il fallait donner la décolonisation, qu'il fallait concéder la décolonisation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que contrairement aux dispositions de la Constitution de 58, ces pays ont obtenu l'indépendance. Mais ceux à qui on a octroyé l'indépendance, c'est les élites. Et les élites qui, au départ, n'en voulaient pas. Dans le cas du Gabon, on sait par exemple que Léon Mba, bon, il a fallu que De Gaulle le force pour qu'il prenne l'indépendance. Et donc, cette révision constitutionnelle elle-même qui a permis notre indépendance, entre guillemets, elle est anticonstitutionnelle. Et il y a un texte, disons, publié sur le site du Conseil constitutionnel français qui revient là-dessus. Donc, c'était dans notre livre. Et donc, la deuxième révision constitutionnelle, qui, en France, de Constitution de 1951, porte sur le mode de suffrage, l'élection du président au suffrage universel. Là également, c'est une révision anticonstitutionnelle qui a été mise en place par De Gaulle.
Et quand De Gaulle met ça en août, je pense, 1962, Senghor limite dans la foulée après avoir liquidé Mamadou Dia. C'est-à-dire que la Constitution en régime france-africain, la loi, ce n'est pas une contrainte, c'est une ressource pour ceux qui sont au pouvoir. Et donc, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a jusqu'à présent. Et donc, Florian, tu l'as rappelé, on a une constitution qui est hyper présidentialiste et qui n'est pas faite pour les peuples. Et donc, du coup, si vous avez une constitution qui n'est pas démocratique, une constitution qui a été élaborée au départ pour la pratique d'un général putschiste, comment voulez-vous être une démocratie? Et donc, c'est une fable qui a été inventée pour dire que le Sénégal est une exception, parce que quand on regarde les autres territoires d'Afrique francophone, bon, c'est pas fameux. Et donc, il fallait avoir quelque part une sorte de joyau de la couronne, et ça a été le Sénégal. Mais il faut dire, parce que il y en a beaucoup qui ont, voilà, comme tu dis, hein, qui ont une image romancée du Sénégal, mais à un moment donné, on doit se placer sur le terrain scientifique et expliquer pourquoi le Sénégal a été stable. Il n'a pas été démocrate, mais a été stable. Parce qu'il y a eu beaucoup de répression, et tu l'as dit. Senghor, en 1963, après son coup de force contre Mamadou Dia, bon, d'après ce qu'a dit la presse française à l'époque, il y avait eu 40 morts et plus de 250 blessés. Et Senghor avait dit, bon, on sait que la démocratie est un exercice difficile, presque en rien. Et donc, l'histoire des violences a toujours été là au Sénégal. Et donc, si le Sénégal a été stable relativement aux autres, c'est tout d'abord, à mon avis, euh, parce qu'on n'a jamais eu de dirigeant qui ait contesté le pacte néocolonial. Mamadou Dia a essayé, mais s'est fait liquider. Et là, on a une génération de jeunes dirigeants qui disent que nous, nous ne voulons plus de ces pratiques france-africaines. Et donc, ça pose un défi au système. La deuxième chose, c'est que, bon, avant, on n'avait pas de ressources stratégiques, objets de convoitise. Par exemple, au Gabon, ils avaient l'uranium, manganèse, pétrole, etc. Et quand Léomba a été renversé, un jour et demi après, il a été réinstallé au pouvoir. Et donc, au Sénégal, nous n'avons jamais eu ces ressources stratégiques, mais maintenant, nous les avons. Moi, c'est comme ça que j'explique la stabilité politique du Sénégal. Maintenant, les deux éléments qui ont fait notre stabilité ne sont plus là parce qu'on a des ressources stratégiques et on a une nouvelle génération de jeunes leaders, etc., qui veulent rompre avec la France-Afrique et qui demandent à avoir plus de souveraineté. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a un paradoxe entre le discours du Sénégal comme vitrine démocratique et ce que montre la participation, disons, les taux de participation aux différentes élections. Le Sénégal, après avoir introduit le tripartisme, donc là, on a commencé à avoir des élections un peu plus normales dans le sens où, bon, c'était toujours des élections inéquitables, hein, mais elles n'étaient pas gagnées à 100%. Donc, entre 78, les élections de 78 et celles de 98, les taux de participation ont décliné continuellement de l'ordre de presque de moins de 70% à près de 35%. Donc, comment voulez-vous dire qu'un pays est une vitrine démocratique alors que tout a été fait pour que les gens n'aillent pas voter? Et pourquoi les gens ne votaient pas? Mais parce qu'il y avait beaucoup de violence durant les élections. Et d'autre part, on faisait tout pour que les jeunes en particulier n'aillent pas, en tout cas, s'inscrire sur les listes électorales. Et quand ces jeunes s'inscrivaient sur les listes électorales, en fait, il n'y avait pas de carte d'électeur. En 98, par exemple, il y avait 3,2 millions d'électeurs qui pouvaient participer aux législatives, mais à 2 jours des élections, la moitié des électeurs n'avaient pas leur carte d'identité. Et donc, dans notre livre, c'est ce qu'on a appelé le génisme électoral. Et donc, quand vous voyez le discours sur le Sénégal vitrine démocratique et la réalité de la pratique, bon, vous voyez clairement qu'il s'agit en tout cas d'un mythe. Et donc, la démocratie n'a jamais été dans la pratique des élites, n'a jamais été dans les institutions, mais elle a plutôt été dans les combats pour conquérir des droits. Et généralement, c'est les mouvements qui ont été, en tout cas, réprimés, marginalisés, dissous. Et aussi les étudiants qui se sont battus pour que nous ayons, en tout cas, le peu de liberté que nous avons jusque-là. Ouais. Juste pour ajouter à ça, pour moi, l'idée de cette vitrine démocratique est la résultante de ce processus dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait que Senghor, dès les indépendances, a dissous tous les partis de gauche radicale. Donc en face, il n'avait que des partis qui étaient soit très proches de son parti, de l'UPS, ou soit des partis qui ne sont pas très représentatifs en fait, qui n'avaient pas forcément cette idéologie radicale-là pour non seulement demander les indépendances,
demandaient représenter la paysannerie et aussi les forces ouvrières. Il y avait les partis de gauche radicales tels que le PAI ou le PAIM qui posaient ces questions-là. Et donc Senghor a dissous ces partis très vite, de sorte à ce qu'il y ait une sorte de crise de la représentation. Et il ne s'est pas seulement limité aux partis politiques, Senghor a aussi dissous la seule centrale syndicale qui posait, n'est-ce pas, les questions de l'indépendance, du néocolonialisme, etc. C'était l'UNTS, l'Union nationale des travailleurs du Sénégal. Senghor l'a dissoute et a mis en place lui-même une centrale syndicale, la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui disait être en fait un syndicalisme de participation. C'est-à-dire c'est un syndicalisme qui ne remet pas en question les politiques de l'État, qui ne met pas en place une plateforme de revendication qui parlerait des conditions des travailleurs. En fait, c'était une fédération syndicale que de nom, en fait. Et Senghor avait donné des postes de ministre, n'est-ce pas, de député, de postes au Conseil économique, social et environnemental à des gens qui étaient censés être des représentants du peuple. Donc Senghor a, entre guillemets, pacifié, bah, c'est d'ailleurs le terme que Macky Sall a utilisé, pacifier l'espace public en neutralisant les partis politiques radicaux de gauche, les partis politiques radicaux de gauche et bah, le syndicalisme de représentation qui était devenu un syndicalisme de participation. Et d'ailleurs, c'est toujours le credo de la CNTS qui est dirigée depuis maintenant plus de 30 ans par Mody Guiro. À côté, on a aussi d'autres fédérations syndicales qui sont dirigées par des personnes qui sont à la tête de ces syndicats depuis plus de 30 ans. Donc en fait, il y a le fait que Senghor est neutralisé. Et Abdou Diouf a fait pareil, Abdoulaye Wade a fait pareil, Macky Sall aussi a fait pareil. Aujourd'hui, pendant cette crise, on a lu en fait une pléthore de communiqués de syndicats dont on ne connaissait même pas l'existence. Donc, il n'y a jamais eu de volonté d'unir ces syndicats-là pour demander ne serait-ce qu'une sorte d'amélioration des conditions les conditions sociales des travailleurs. En fait, dans toutes les professions du Sénégal, il y a des syndicats dont on ignorait l'existence. Donc, en fait, il y a cette sorte de pacification. Et la dernière étape de cette pacification, c'est aussi, en fait, la militarisation des forces de défense et de sécurité. Au Sénégal, on n'a pas une police et une gendarmerie normale. On a des militaires qui opèrent comme sur des terrains d'affrontement, comme en fait dans des pays en guerre, quand on voit le niveau d'armement des policiers et des gendarmes, on ne croirait pas que c'est juste pour remettre de l'ordre, mais c'est surtout pour dociller des gens et surtout le niveau de répression et d'une violence que en fait chacun a peur de poser un acte parce qu'on connaît le niveau de répression qu'il y a derrière. Et ça, c'est un héritage de la colonisation. On a une police et une gendarmerie qui est tributaire, n'est-ce pas, de l'héritage de la colonisation. Donc c'est ça aussi, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de débordements. Et même quand il y a ces débordements-là, ils sont mal couverts par la presse. Parce que de Senghor à Diouf, il y a eu un peu plus en fait, en fait, comment le dire, il y a eu beaucoup plus de libéralisme sous Wade de la presse, de création de presse privée, etc. Mais sous Senghor et sous Abdou Diouf, il y a eu un monopole de l'État de tout ce qui est presse. Il n'y avait qu'une télé, une radio et une presse papier. Et donc, il y a une maîtrise de l'information. Et quand on maîtrise l'information, on maîtrise aussi l'image qu'on donne à voir. Il y a une sorte d'agenda setting que ben, Senghor et Abdou Diouf maîtrisaient bien. En fait, c'est juste ça en fait, c'est juste ça qui justifie l'image que le Sénégal a à l'étranger. Et il y a aussi l'image de Senghor qui était très prisée, une personnalité très aimée par les Français et qui avait le don du verbe et qui avait de la verve aussi. Senghor était capable de justifier des mensonges
et bah, de faire de sorte que, que ces mensonges soient repris parfois de manière très spontanée et très organique par les médias français. Donc c'est ça qui a suivi le Sénégal jusqu'à aujourd'hui et les gens se rendent compte de plus en plus que le Sénégal n'a jamais été une démocratie, sinon une aristocratie, quoi, depuis 1960. Alors, si le Sénégal n'a jamais été une démocratie, avec malgré tout des acquis démocratiques arrachés par la lutte, le régime de Macky Sall ces dernières années a quand même contribué à ce qu'on pourrait appeler un effondrement démocratique. Il suffit de regarder la férocité de la répression, rien que sur le bilan. Ndongo, tout à l'heure, tu parlais de la répression des élections du 1er décembre 1963, qui effectivement officiellement mettait le bilan humain à 40 morts. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur cet événement, mais selon certains témoignages, il y avait des corps qui avaient été jetés derrière l'hôpital de Dantec, il y avait des fosses communes qui ont été creusées, et donc il pourrait s'agir d'un bilan de plusieurs centaines de morts. Quoi qu'il en soit, si on s'en tient rien qu'à ce bilan minimal de 40, sur la séquence 2021-2023 et 2024 maintenant, on est à plus de 60, 70, peut-être 80 morts. On est au bilan humain le plus large depuis 60 ans. Avec la dissolution officielle administrative de PASTEF, on est sur la première dissolution d'un parti politique d'opposition majeur depuis 60 ans, depuis les toutes premières années de l'indépendance. En 2015, Macky Sall affichait déjà sa volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression, une volonté qui s'est matérialisée de la manière la plus forte ces 3 à 4 dernières années. Vous, comment est-ce que vous lisez cette séquence allant, on peut même aller depuis 2019 avec l'eugénisme électoral dont parlait Ndongo, mais sur lequel on reviendra. On peut partir aussi 2020 avec toutes les violences policières au cours du couvre-feu imposé lors des restrictions de la pandémie Covid-19. Mais si on ne s'en tient que à 2021 avec la férocité de la répression des manifestations de mars 2021, jusqu'à aujourd'hui, on est sur une séquence de 3 ans. Comment est-ce que vous lisez, vous, donc Ousmane Ndongo, cette séquence-là? Bon, je vais la lire toujours, disons, dans la dynamique générale des pays d'Afrique francophone, parce que, bon, ces pays ne sont pas du tout démocratiques, du tout, pas du tout. Depuis 2020, disons, c'est les mêmes pratiques qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire une répression accrue, féroce des partis d'opposition, des manifestants, des journalistes, etc. Et donc, on le voit partout, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, partout on le voit, et aussi au Sénégal. Et donc, le contexte que nous vivons est un peu similaire au contexte, disons, du conflit qui a opposé Mamadou à Senghor. Ce qui a changé, c'est peut-être, bon, maintenant nous avons les réseaux sociaux, la jeunesse est plus nombreuse, etc. Et donc, ce qui se passe au Sénégal est suivi un peu partout. Et donc, le contexte a un peu changé. Mais on est dans une dynamique où il y a une demande de souveraineté. Et cette demande de souveraineté, c'est une demande démocratique parce que ça signifie, en tout cas, le droit des peuples à s'autodéterminer. Et donc, le système france-africain a jusque-là été hostile à toute demande d'autodétermination. C'est pourquoi il est prêt à cautionner ces massacres. Parce qu'en fait, si la communauté internationale avait réagi fermement déjà à ce qui s'était passé en mars 2021, en disant que nous ne tolérons plus ces morts, mais on n'aurait pas eu peut-être juin 2023. Mais la communauté internationale a été silencieuse, elle n'a rien dit. Parce que, en fait, quand vous travaillez, en tout cas, quand vous êtes, disons, voilà, en tout cas, un allié loyal de l'Occident, de la France, il y a une sorte de permis de réprimer, une sorte de permis de tuer. Et donc, c'est ce qui a expliqué que nous en soyons arrivés à ce point. C'est parce que d'une certaine manière, bon, quand vous êtes du bon côté, en tout cas du côté de l'Empire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous le permettre. Et donc, c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on dit partout au peuple, ce que vous pensez ne compte pas. Et donc, le peuple, c'est qui? Ce sont les plus jeunes. Et donc, dans le cas du Sénégal, on a vu que la plupart des gens qui ont été tués, mais c'est des jeunes, genre entre 11 et 23 ans, pour la plupart. En mars 2021, c'était ça.
En juin, c'était ça, notamment à Dakar et à Ziguinchor. Et récemment aussi, on a vu, c'est des étudiants et des gens qui arrivent à Ziguinchor. Et donc, c'est ça. Et cette même jeunesse également, si elle n'est pas, en tout cas, tuée lors des manifestations, en fait, elle est mise en prison, torturée, et parfois sur des bases très fallacieuses, etc., bases totalement illégales. Et quand ce n'est pas cela, c'est que cette jeunesse n'a pas de perspective, et donc elle prend des embarcations de fortune pour aller vers, en tout cas, vers l'Europe. Et donc, on a vu aussi beaucoup de jeunes mourir à travers la mer. Et tout ça fait partie de ce que tu appelles effondrement démocratique. Parce que la démocratie, bien entendu, c'est que le peuple est souverain. Et donc, comment le souverain pourrait-il être misérable? Comment le souverain pourrait-il se torturer lui-même? Comment le souverain pourrait-il lui-même organiser en fait des voyages, en tout cas risqués à travers la Méditerranée, etc. Donc tout ça montre qu'en fait, il y a un problème profond. Et ce problème profond, en fait, bon, il est en train de, en tout cas, de se déployer de diverses manières sous nos yeux au Sénégal et ailleurs. Ailleurs, euh, ça a été les coups d'État militaires parce que ça a été une manière dans certains pays, d'une certaine manière, en tout cas, de répondre aux demandes de souveraineté portées par les jeunesses africaines. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la crise actuelle si on ne voit pas que c'est un défi à l'ordre impérialiste, un défi vis-à-vis de l'ordre néocolonial, et aussi que la communauté internationale a été silencieuse et complice de la répression qui s'est déroulée ici depuis, en tout cas, mars 2021. Alors, je suis totalement d'accord avec Longo sur cette perspective, en fait, une sorte de rétroviseur qui pose pour voir l'impact, en fait, de cet empire-là qui refuse de mourir et qui est en déclin, mais qui continue toujours d'avoir, on continue de subir les métastases de ce cancer-là qui est le néocolonialisme, en fait. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est aussi le fait que depuis longtemps, la démocratie au Sénégal, c'est-à-dire l'organisation d'élections de manière périodique, a été aussi une manière de masquer aux dominés la réalité, en fait, c'est le fait de masquer aux dominés la réalité de leur domination et de leur oppression. Et en fait, depuis que les partis de gauche tels que le PAI ont été dissous par Senghor, on a eu du mal à avoir des partis d'opposition radicale qui posent les questions bah, d- en fait de l'anti-impérialisme, quoi, des questions anti-impérialistes telles que le franc CFA, les bases militaires françaises, la politique française de l'Afrique, comme ça qu'ils l'appellent. On n'a pas eu de parti d'opposition, à part les partis tels que André Diouf, le PIT, etc., qui continuaient quand même à poser ces questions-là. Il y a eu aussi la séquence Blondin aussi. Mais depuis la fin des années 80 jusqu'à l'arrivée d'Abdoulaye Wade au pouvoir, on a eu une sorte d'inexistence des partis de gauche qui, pour beaucoup, avaient collaboré avec le PDS et qui avaient oublié, en fait, ces questions-là anti-impérialistes et anticapitalistes, pour beaucoup. Et là, avec cette génération d'intellectuels tels que Ndongo et d'autres intellectuels, et aussi de politiques qui posent ces questions-là, ça fait que ces préoccupations reviennent au devant de la scène. Et qu'aujourd'hui, le souverain, le peuple sénégalais se rend compte qu'il y a des disparités aussi bien juridiques, politiques et économiques, et qu'en fait, le peuple n'est plus souverain, quoi. Le peuple est peut-être souverain de par la représentation, mais même la représentation n'est plus si représentative que ça. C'est-à-dire quand on voit les modes d'élection des députés au Sénégal, en fait, ce sont des modes d'élection très inégalitaires. Et on se rend compte que le parti au pouvoir est toujours majoritaire, et même quand elle est amenée en ballottage, elle crée des raisons de sa majorité finit toujours par être majoritaire, à faire passer des lois qui sont liberticides et qui ne sont pas fidèles aux vraies préoccupations du peuple sénégalais. Quand on voit les chiffres dans le monde rural au Sénégal, on se pose des questions sur même notre humanité, n'est-ce pas, à régler ces questions-là. Ce sont des questions de subsistance, quoi. Quand on voit les préoccupations aussi des populations, mais dans le milieu urbain, quoi, en termes d'accès au logement, de conditions sociales d'existence,
On se dit, il y a un vrai problème. Et les nouveaux partis et les nouveaux mouvements aussi, ben, tels que le FRAPP, posent aussi ces préoccupations-là en se disant, ce n'est pas possible que ceux qui étaient censés être les souverains se retrouvent, n'est-ce pas, dans les eaux troubles de la pauvreté et de la déliquescence, quoi. Et c'est ce qui justifie aussi que les jeunes quittent aussi le Sénégal par les pirogues, par le désert, de manière, en fait, c'est de manière très massive. Et en fait, tous ces problèmes-là combinés font que les gens se posent des questions sur leur propre autodétermination. Et ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas les actions d'un parti avant-gardiste, ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'il y a eu, en fait, il y a une autodétermination, une sorte d'auto-organisation, sans pour autant être des communistes de conseil, mais les gens s'auto-organisent en se disant qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action dans notre quartier, donc dans la cellule la plus petite en termes d'organisation, parce que les gens se rendent compte qu'on n'a plus les moyens d'action de masse. Les gens veulent se retrouver à la place de la nation, c'est barricadé par la gendarmerie et la police. Les gens commencent à s'organiser depuis leur quartier. En fait, c'est véritablement ça. Et Macky Sall a durci, en fait, il a même militarisé la police et la gendarmerie. Et la répression sous Macky Sall est d'une violence rarement vue. Et ça ne se limite pas seulement aux violences physiques, mais c'est aussi ben, des violences psychiques, psychologiques, des gens qui sont restés pendant plus d'un an en prison sans pour autant avoir le droit de visite, sans pour autant pouvoir appeler leurs proches. Ça, c'est d'une violence psychologique incroyable. En plus des tortures et des violences physiques que beaucoup de camarades ont vécues, quoi. Moi, je me rappelle de discussions que j'ai eues avec des anciens qui disaient avoir gardé même des cicatrices de leur action politique. En fait, je me rends compte que notre génération aussi est en train de vivre la même chose, quoi. Et on pensait que ben, c'était terminé parce que c'est ce qu'on a toujours dit au Sénégal. Il y a eu une alternance en 2001 et une alternance en 2012. Mais on ne se rendait pas compte que la bourgeoisie n'était pas prête à laisser le peuple avoir cette autodétermination-là. Et aussi, et in fine, est-ce qu'il est possible d'avoir la démocratie dans un pays régi par le marché, quoi? Au Sénégal, ben, les forces productivistes, en fait, n'ont pas cette représentation-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti des travailleurs au Sénégal, il n'y a pas de mouvement des travailleurs au Sénégal. Qui est-ce qui parle au nom de ces travailleurs-là? Ben, c'est des syndicats qui ne sont ni représentatifs, mais qui sont souvent en concubinage avec le pouvoir en place, quoi. Donc, c'est ça la séquence Macky Sall, c'est l'effondrement des acquis démocratiques, même si moi je trouve que c'est impropre. C'est aussi la violence d'État et le capitalisme d'État aussi. Il y a une sorte de consortium d'individus sous Macky Sall qui ont accaparé ben, les richesses du pays et qui continuent à perpétrer ce mépris-là ben, des classes les plus inférieures quoi, dans leur logiciel, malheureusement. Alors, on va revenir sur la question du capitalisme et la question des partis de gauche. Euh, Juste avant, puisque là, on est le 25 février, on est sur la date symbolique du vote. euh, Nongo, je voulais que tu reviennes sur la question de l'eugénisme électoral, puisque on fait un appel au respect de la Constitution aujourd'hui, et c'est l'urgence du moment. Euh, mais avant le vote, il y a un filtrage considérable qui se fait sur des mois, sur des années, et qui a un impact évidemment sur, comme tu le dis, qui peut être candidat d'une part et qui peut voter d'autre part. Donc tu as largement analysé les résultats et ce qui a amené aux résultats de 2019 dans ton ouvrage de la démocratie en France-Afrique. Est-ce que tu peux contextualiser ce phénomène d'eugénisme électoral en 2019 à ce qui s'est passé sur la séquence aujourd'hui en 2024? Ce travail qu'on a fait hein, avec Fanny dans notre livre sur le génisme électoral au Sénégal, c'est aussi une manière de montrer des facettes peu connues du mythe de la démocratie sénégalaise. Parce que dans beaucoup de pays, vous avez des fraudes et manipulations grossières, hein, manipulations électorales grossières. Par exemple, comme récemment, on a vu, euh, le taux de participation est passé de 16%. Donc, sur 300 000 électeurs, bon, le président avait juste besoin de 30 000 pour passer au premier tour. Après, le Conseil constitutionnel a fait,
grimper le taux de participation à plus de 50%, etc. Donc, dans certains pays, ce n'est pas du tout sophistiqué. Mais dans certains autres pays, comme le Sénégal, c'est un peu sophistiqué parce que l'avantage électoral est obtenu avant le jour du scrutin. Donc, le jour du scrutin, bon, les dés sont déjà jetés, quoi, d'une certaine manière. Et en 2019, on a essayé un peu d'étudier le scrutin présidentiel parce que c'était un cas très intéressant. Pour la première fois, un candidat à une élection avait obtenu plus de 2 millions de voix à une élection. Je veux dire, le Sénégal, on est aujourd'hui 18 millions et jusqu'en 2019, il n'y a jamais eu de candidat qui ait obtenu 2 millions à une élection. Ça vous montre également à quel point les acteurs politiques sont représentatifs, en tout cas. Euh, et donc, c'était très intéressant parce que Macky Sall, en fait, qui était le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, ne pouvait pas gagner au premier tour avec la participation de Khalifa Sall et Karim Wade. Et donc, l'eugénisme électoral a consisté d'une certaine manière à éliminer les candidats qui pouvaient le condamner à un deuxième tour. Parce qu'au Sénégal, bon, on a eu deux alternances. À chaque fois, c'était au deuxième tour, parce que le deuxième tour est interprété comme une forme de référendum contre le régime en place. Donc, il faut éviter le deuxième tour. Et donc, il faut éliminer les candidats qui peuvent vous condamner au deuxième tour. Et aussi, peut-être, il faut éliminer certains candidats, bon, qui ne sont pas de réels adversaires, mais peut-être qui sont, d'une certaine manière, très vocaux, etc. Et donc, ça a été le rôle du parrainage citoyen. C'est-à-dire que, bon, les candidats à la présidentielle, en tout cas, candidats à la candidature, comme on les appelle, doivent être, recevoir des signatures de citoyens, etc. Et donc, la Cour de justice, la CEDEAO, a estimé que le parrainage est une mesure illégale parce que, premièrement, ça viole le secret du vote. Et deuxièmement, dans un pays comme le Sénégal, où il y a plus de 300 partis, demander que chaque parti présente un peu moins de 50 000 signatures, bon, c'est entraver la liberté de participation. Donc, c'est ce que le Conseil, la Cour de justice de la CEDEAO avait dit à l'époque. Mais au-delà du parrainage, il y a aussi le fichier électoral. C'est-à-dire que quand on étudie précisément le fichier électoral, bon, c'est des données qui sont disponibles en ligne. Je veux dire, la carte électorale, elle est publiée par le ministère de l'Intérieur et les données démographiques sont publiées par l'Agence nationale de la statistique et la démographie. Et donc, quand vous étudiez et que vous croisez les deux, vous vous rendez compte que là où l'opposition est censée gagner, tout a été fait pour réduire la croissance de l'électorat. Là où la coalition au pouvoir était censée gagner, tout a été fait pour augmenter l'électorat. Et donc, prenons le cas de la région de Dakar. Donc, la région de Dakar, jusqu'en 2021, c'était 4 départements. Et après, bon, il y a eu Keur Massar. Mais entre 2012 et 2019, là, le département de Dakar, qui fait partie de la région de Dakar, a vu le nombre d'électeurs diminuer de 19 000. 19 000, alors qu'il aurait dû augmenter de plusieurs dizaines de milliers. Maintenant, quand vous prenez toute la région de Dakar, en 2012, c'était 30% de l'électorat. 30%. Et donc, l'électorat a augmenté de 129 000, si j'arrondis. Maintenant, vous prenez la zone qui a été qualifiée, en tout cas le Fouta, où les gens ont parlé de vote ethnique. Donc, le Fouta, on peut dire, grosso modo, c'est le département de Podor, plus la région de Matam, qui inclut Matam, Ranérou et Kanel. Et donc, ces 4 départements, donc région de Matam plus Podor, représentaient 6% de l'électorat en 2012. Et donc, en 2012 et 2019, cette zone a connu une augmentation de l'électorat de 153 000. Donc, c'est 6% de l'électorat, mais la croissance de l'électorat est supérieure à celle de la région de Dakar, qui pèse 5 fois plus. Vous pouvez prendre des exemples plus spécifiques. La région de Guédiawaye. Guédiawaye, entre 2012 et 2019, l'électorat a augmenté de 8 000. Et Guédiawaye est intéressant parce que c'est une région qui a la même taille, en tout cas la même évolution démographique que Podor, qui est le principal bastion de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'opposition a été battue de 118 000 voix environ en 2019. Vraiment, c'était le premier bastion de l'opposition. Et donc, entre 2012 et 2019, la population de Podor a augmenté de 63 000 à peu près, 63 000. Mais le nombre d'électeurs inscrits a augmenté de moins de 67 000, donc plus que la population.
Euh, mais Guédiawaye, où la population a augmenté du même ordre, 62 000, en fait, il y a eu juste 8 000 électeurs qui ont été inscrits. C'est 8 fois moins que Podor. Maintenant, vous prenez Ranérou, qui a une taille démographique 15 fois inférieure à celle de Guédiawaye. Ranérou a eu une croissance de la population électorale plus ou moins similaire à la croissance de sa population. Donc, supérieure à celle de Guédiawaye qui pèse 15 fois plus. Et donc, ce qui est également intéressant, c'est que quand vous regardez, parce que parfois, il faut juste se poser des questions scientifiques, parce que là, on raisonne en scientifique, c'est-à-dire, par exemple, comment expliquer que, voilà, on ait eu, on soit passé de 12 000 électeurs à Ranérou en 2012 à près de 24 000. La première bon, hypothèse serait que, bon, c'est des gens qui viennent de l'extérieur qui sont inscrits. Mais quand vous regardez les données officielles, bon, elles disent que, bon, il n'y a rien en fait dans ces zones-là. Très clairsemé, le taux d'urbanisation à l'époque, c'était même pas 6%. Donc, c'est plutôt des régions qui, voilà, d'émigration nette où on envoie des gens en dehors du département de Matam. Donc, ça veut dire que la croissance, elle est endogène, la croissance électorale, elle est endogène. Et donc, si elle est endogène, comment l'expliquer? Vous prenez un indicateur qui s'appelle l'âge médian. L'âge médian, c'est l'âge qui divise la population en deux. Et donc, dans cette zone-là, la population, elle est très jeune. 50% ont moins de 14 ans, 50% ont plus de 14 ans. C'est l'âge médian. Donc, juste à partir de l'âge médian, normalement, on aurait pu avoir peut-être 5 000 électeurs de plus, voire 6 000, mais pas 12 000. Et maintenant, quand vous regardez les données d'état civil publiées par l'ANSD, qui avait fait en 2013 un recensement général de la population et de l'habitat, donc ça concerne en fait tout le territoire sénégalais. L'ANSD dit que les deux tiers de la population de Ranérou, en fait, si je suis plus spécifique, 63%, n'ont pas de pièce d'identité valide. Quand on dit pièce d'identité, c'est la carte nationale d'identité. Et ce qu'on appelle le jugement supplétif, qui est une pièce qui est, en tout cas, produite un an après si la personne n'a pas été déclarée. Et donc, quand vous regardez les données officielles, ce que ça montre, c'est que la croissance de l'électorat est statistiquement improbable, voire même impossible. Et pourtant, c'est ce qu'on a vu dans les chiffres officiels. Et c'est ce que nous avons appelé un peu le jeunisme électoral. Et ce sont les jeunes, en fait, qui pâtissent de ça. Parce que, indépendamment, disons, en tout cas, du rééquilibrage géographique qui est fait pour, en tout cas, bénéficier au régime en place, c'est que les jeunes eux-mêmes qui ont tendance à voter pour l'opposition, tout est fait pour qu'elles n'aillent pas s'inscrire. En fait, quand on regarde la population en âge de voter, donc la population adulte, elle était de l'ordre de 9,2 millions en janvier 2022, disons l'année 2022. Et le fichier électoral, c'était 6,7 millions qui étaient inscrits, 6,7 millions. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel de 2,5 millions d'électeurs. Mais les 18-30 ans constituent 2,2 millions sur ces 2,5 millions. Et donc, quand il y a eu la révision électorale entre avril et mai, donc c'est un mois, les dimanches non compris, les jours fériés non compris, parce qu'il y a le 4 avril, il y a le 1er mai, etc. Et les 4 derniers jours également sont consacrés au contentieux, etc. Donc, vous avez une vingtaine de jours. Donc, au finish, il n'y a eu que 280 000 inscrits et plus ou moins 20 000 pour les changements de statut. Donc, certaines organisations de la société civile avaient demandé un délai plus long pour que les jeunes puissent s'inscrire, etc. Et on a vu le jour de la clôture, en fait, des inscriptions, que dans certaines zones, il y avait beaucoup de bagarres parce que les jeunes étaient frustrés. Parce que déjà, certains croyaient que la fin, c'était le 6, alors que bon, les 4 derniers jours, c'était dédié au contentieux. Donc ça, ce sont des pratiques qui ont toujours été là. C'est pas seulement sous l'ère de Macky Sall, mais depuis toujours, dans la période coloniale même, pour dissuader, en tout cas les jeunes, et dissuader ceux qui veulent voter pour changer les choses. Et le génie électoral aussi passe par la distribution des cartes d'électeurs sabotées dans les zones où voilà, le pouvoir peut être en danger et maximisé dans les zones où le pouvoir est confortable, etc. Et donc tout ça, ça a eu lieu, etc., depuis le temps du PS, etc. Et là, en 2019 aussi, on en a un bon exemple, mais ça n'empêche pas les gens de dire que le Sénégal est une démocratie et quand les jeux sont déjà faits, à quoi servent les missions d'observation électorale? Mais seulement à valider l'existant. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, ça, c'est des choses irréfutables parce que c'est basé sur des données publiques que tout le monde peut consulter, tout le monde peut faire les mêmes analyses et arriver au même résultat.
Totalement. Et en fait, au-delà de cet eugénisme électoral aussi, il y a tout le processus électoral. Par exemple, pour ces élections-là qui devaient se tenir aujourd'hui, l'un des faits marquants, c'est l'élimination d'un des candidats les plus sérieux. L'élimination d'Ousmane Sonko est aussi une manifestation réelle de la volonté de Macky Sall de rester au pouvoir, ou au moins d'avoir un candidat beaucoup plus fidèle à ce milieu-là de la France-Afrique. En fait, il faut se rappeler qu'Amadou Ba, dans un conseil des ministres interministériel entre les ministres sénégalais et les ministres français, avait dit quelque chose de très surprenant. Il avait dit que, en fait, le seul problème entre le Sénégal et la France, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est, c'est un homme du sérail qui est très fidèle à en fait, qui souscrit aussi à tu vois, à ce principe-là. Donc, en fait, on se pose aussi des questions en se disant, si Amadou Ba aujourd'hui n'est pas passé, c'est parce que peut-être que la France se rend compte aussi que son candidat n'a pas les moyens de gagner et qu'il faut repousser peut-être les élections pour avoir plus de temps pour préparer un candidat beaucoup plus sérieux. Donc, en fait, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Ndongo disait tout à l'heure. Voilà. Alors, on vient de parler de cet eugénisme électoral, de cette façon de déployer la force de l'État pour écarter, à la fois avant le vote et pour le vote, euh, les possibilités notamment de la jeunesse, d'exprimer une alternative. Au-delà de ce rituel électoral pour conserver les parures d'un régime qui se dit démocratique, il y a la réalité du système économique, qui est le capitalisme, euh, et une autre réalité qui est l'hyper-présidentialisme qui prévaut dans ce pays depuis au moins 60 ans, si ce n'est avant, avec le parti unique qui était le propre du régime colonial. Donc, à partir de ces deux questions fondamentales, que sont l'orientation économique euh, décidée par l'autorité politique, de même que l'architecture institutionnelle, qui ne se limite pas qu'à l'État, qui ne se limite pas qu'à des élections. Euh, Ndongo, toi, tu parles d'alternance sans alternative. Et d'ailleurs, ça, c'est euh, un des arguments qui sont mobilisés pour expliquer que le Sénégal est une vitrine démocratique, c'est qu'il y aurait eu des alternances. C'est ce qu'on évoquait tantôt. Quelles seraient les voies, selon vous, euh, de sortie de ces deux impasses, de ces deux emprises, que sont le système économique qui prévaut internationalement et qui a évidemment ses incidences au Sénégal, ainsi que l'architecture institutionnelle qui est fondamentalement hyper présidentialiste, qui confère les pleins pouvoirs dans les mains d'un seul homme et de son entourage, et donc en fait qui prend en otage le reste de la population. Merci pour cette question. Je pense qu'il est d'abord important d'avoir, en tout cas, une bonne compréhension des concepts. Et dans le livre avec Fanny Pigeot, ce que nous disons, c'est que le langage politique moderne est frauduleux. On ne sont pas les premiers à le dire. George Orwell avait déjà dit ça. Pourquoi il est frauduleux? C'est que les concepts politiques qu'on emploie, en fait, bon, ils ont été déviés de leur sens. Et bon, ça commence à partir de la Révolution française. Bon, il y a un très beau texte de Paul Lafargue qui parle de la révolution linguistique qu'il y a eu à partir de la Révolution française. C'est qu'en fait, bon, il n'y a pas de démocratie nulle part. Les États-Unis ne sont pas une démocratie, pas la France, etc. Parce que la démocratie avait un sens précis pendant plus de 2000 ans. Et il faut juste voir l'étymologie démocratia, demos kratos. Demos, c'est les citoyens pauvres. Donc, citoyens par opposition aux femmes qui n'avaient pas de droit politique, aux étrangers et aux esclaves. Et pauvres, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des classes dominantes, ni des lettrés, ni les plus riches, les propriétaires. Et donc, kratos, c'est même pas pouvoir, c'est la force brutale. Et donc, pendant 2000 ans, démocratie a été une insulte. C'est pourquoi, en fait, même dans les documents de la période révolutionnaire, bon, en France, les gens ne parlaient pas de démocratie à l'époque, ils haïssaient la démocratie. Aux États-Unis, la haine était encore plus forte. C'est pourquoi le mot démocratie n'est même pas dans la Constitution américaine, démocratie ou démocratique. Parce qu'ils se sont réunis pour dire que la démocratie suppose que les gens ordinaires, les non-propriétaires, ont le pouvoir. Alors que nous voudrions bon, un système capitaliste où ce sont les industriels, les bourgeois qui disposent du pouvoir. Et donc, c'est ça. Et donc, ils ont appelé ça système représentatif pour dire que c'est différent de la monarchie absolue,
C'est différent de l'ancienne aristocratie, en fait, basée sur l'hérédité, mais qui est totalement aux antipodes de la démocratie. Ils ont appelé ça système représentatif, gouvernement bourgeois, république et aristocratie élective. C'était les noms du système actuel que nous appelons démocratie, démocratie représentative, etc. Et ces gens étaient très clairs là-dessus. Et James Madison, qui est l'un des architectes de la Constitution américaine, bon, dans le document qui s'appelle Les fédéralistes, qui commande la Constitution américaine, il dit là-dedans que la démocratie a cet inconvénient que si le peuple veut quelque chose, il l'a. Et nous, le système que nous avons créé, le système représentatif, ça repose sur l'exclusion totale du peuple des instances de souveraineté. C'est ça qu'il dit. Parce qu'une fois de plus, voter, c'est pas être souverain. Voter, c'est participer à la formation d'un corps souverain. Et ça, c'est connu depuis le 19e siècle. Parce que la souveraineté, c'est d'être là où on fait les lois et de décider. Mais si les peuples eux-mêmes n'ont pas la capacité de faire les lois, comment pourraient-ils être souverains? Et ça, c'est des choses qui étaient déjà réglées au 19e siècle parce que, bon, les James Madison, les John Adams, bon, c'était des têtes, quoi. Et ça, c'est des choses qu'ils avaient réglées. Mais c'est avec la propagande du 20e siècle qu'on nous dit que l'élection, ça consacre la souveraineté populaire. Pas du tout. L'élection passe par de nombreux filtres. Les médias, les puissances d'argent, etc., différents lobbies. Donc, on donne au peuple la possibilité de voter pour l'élection de corps souverains. Et donc, Aristote lui-même disait que dans les régimes oligarchiques, c'est une astuce pour que les peuples ne se sentent pas trop esclaves. On leur donne la possibilité de voter pour l'élection de certains magistrats. C'est pourquoi pendant 2000 ans, personne n'a parlé d'élection démocratique parce qu'élection rime avec aristocratie, alors que démocratie a plus ou moins rimé avec tirage au sort. Donc ça, c'est des préalables en fait conceptuels qu'il faut poser pour diagnostiquer la nature du système. Sous le capitalisme, en fait, il ne peut pas y avoir de démocratie parce que la démocratie suppose que les lois sont faites par les plus pauvres. Et donc, le capitalisme n'a jamais voulu dire ça, même dans les pays du Nord. Et donc, dans le cas des pays qui ont été colonisés, l'histoire est différente. Pourquoi elle est différente? Parce que le système représentatif dans les colonies, en tout cas dans les colonies françaises, est venu, en fait, la demande de représentation, elle est venue des intérêts colonialistes et esclavagistes. C'est-à-dire que, bon, à Saint-Domingue et autres, en Algérie et au Sénégal, ce sont les colons esclavagistes qui disaient, nous créons des richesses pour la métropole et nous voulons être représentés au niveau, disons, de l'Assemblée nationale, etc., en France. Parce que sous la monarchie, avant la Révolution, les colonies n'étaient pas représentées. C'est avec la Révolution française que la représentation coloniale est admise avec beaucoup de soubresauts. Et donc, ça veut dire que même dans la période coloniale, il y avait beaucoup d'élections. Il y avait beaucoup d'élections. Mais les élections, en fait, se tenaient pour créer une élite, parce qu'élection et élite, c'est le même radical, c'est la même racine. Donc, les élections, via les élections, on crée une élite. Et donc, dans le cas de l'Empire, on crée des élites à travers des élections pour légitimer l'Empire et pour permettre à l'Empire de se perpétuer. Et donc, dans le cas des territoires sous domination française au sud du Sahara, ce sera à partir de 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y aura beaucoup d'élections pour fabriquer des gens comme les Senghor, les Houphouët, etc. Pour faire aussi, en fait, interface entre les populations, les mouvements radicaux et la métropole. Et donc, ça veut dire que les élections en tant que telles, ce n'est pas un instrument démocratique. Et en tant que tel, en fait, le système colonial, c'est un système de parti unique. Donc, ce qu'on appelle le parti unique, c'est juste une continuation structurelle logique du système de parti unique. Maintenant, ce qu'on a appelé démocratie dans les années 90, c'est aussi un système de parti unique. Parti unique d'un point de vue programmatique, c'est-à-dire que votez pour qui vous voulez, mais vous ne changerez pas d'orientation économique. Et donc, c'est ça qu'on a appelé démocratie de basse intensité. Et l'économiste malawite Tandika Mukandavire appelé les choiceless democracies, c'est-à-dire des démocraties sans choix. C'est-à-dire que élisez qui vous voulez, mais le programme économique, bon, c'est déterminé par les FMI, la Banque mondiale, etc. Donc, les élus, ils n'ont pas de pouvoir, en fait. Le seul pouvoir qu'ils ont, peut-être, c'est de réprimer les opposants et de se partager, en tout cas, en tout cas, les honneurs, les prébendes, etc. Mais ils n'ont pas une capacité positive à changer les conditions de vie de leurs compatriotes. Et donc, sous, en tout cas, le règne du néolibéralisme, et que justifie aussi parfois l'indépendance des banques centrales, toutes ces choses-là pour dire que le pouvoir économique est isolé et on ne peut rien contre ce pouvoir économique-là. Et c'est ce que les peuples aussi ressentent à travers l'absence de progrès économique significatif. Donc, ça veut dire que cette démocratie que nous avons depuis les années 90, entre guillemets, n'a jamais été une démocratie, mais c'est une manière pour ces pays de s'adapter à un ordre libéral. Et de manière plus générale également, ce qu'il faut dire, et ça aussi, on le retrouve dans les travaux du philosophe canadien James Tully, c'est que le développement du système représentatif en Occident est allé de pair avec ce qu'il a appelé le droit impérial. Donc,
On a une seule histoire de la démocratie, pas une histoire, en tout cas, histoire en tout cas, des relations politiques entre, disons, l'Occident et les territoires qui ont été dominés par l'Occident. Parce que souvent, on a tendance à voir que la France a eu sa propre trajectoire dite démocratique et ses colonies différemment. C'est la même histoire. Parce que le développement de l'Occident est allé de pair avec ce droit impérial. Et le droit impérial, ça signifie le droit et le devoir qu'a l'Occident d'imposer ses formes constitutionnelles. Les, quels sont les gouvernements appropriés, quelles doivent être les pratiques religieuses, légales, etc. Mais aussi le devoir qu'ont les populations, en tout cas soumises, dominées, de s'ouvrir au libre commerce. Donc, c'est ça le droit impérial. Mais ce droit impérial, bon, il n'est pas statique et donc parfois il se drape de nouveaux référentiels, de nouveaux vocabulaires, etc. Et le nouveau vocabulaire du droit impérial, à partir des années 90, ça a été cette idée de démocratie pour dire que, bon, faites des élections, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas de force progressiste là-dedans. Et c'est Reagan même qui lance ce mouvement en 1982 à Westminster en disant, bon, il faut liquider le communisme. Et ce que nous appelons démocratie, c'est des élections régulières et périodiques, mais les mouvements nationalistes, communistes, etc., ne doivent pas en faire partie. Et donc, c'est ce qu'ils ont appelé la démocratie. Et donc, finalement, c'est aussi une forme de parti unique. Et le philosophe camerounais Fabien Ebousi-Boulaga avait cette très belle formule quand il disait que finalement, le multipartisme, c'est le stade suprême du parti unique. Donc, choiceless democracy. Et d'ailleurs, Senghor avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de parti unique au Sénégal, mais de parti unifié, parce qu'il avait fini d'intégrer et d'absorber tous les autres partis politiques sénégalais. En fait, c'est ça qui est nouveau au Sénégal, c'est que même si c'est encore très timide aussi, mm, les nouveaux politiques posent aussi ces questions-là de société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus horizontale, même si la critique est encore très timide. Ils ont le mérite de poser la question de l'anti-impérialisme, donc de la sortie du franc CFA, et surtout de l'exploitation aussi des ressources naturelles. En prenant le cas du Sénégal, il y a une forte exigence nouvelle des populations à, n'est-ce pas, faire du Sénégal un pays où l'exploitation des ressources naturelles n'est plus sous le monopole d'une certaine élite france-africaine et parfois même au-delà de la France. Mais en fait, c'est la reproduction des mêmes schémas quoi, néocoloniaux d'exploitation des ressources naturelles et surtout d'installation aussi d'une sorte d'instabilité politique. Et aujourd'hui, la nécessité de... En fait, c'est ça qui fait aussi peur à la bourgeoisie sénégalo-française, c'est qu'il y a une sorte de préoccupation posée par la jeunesse et les nouveaux politiques sur le néocolonialisme économique, par exemple. L'ordre libéral dont parlait Ndongo dans le cadre de la France-Afrique maintient les anciennes structures de domination coloniale où en fait les intérêts économiques des pays comme la France priment sur le développement autonome des pays africains. Et c'est le cas du Sénégal. Et ça se manifeste par les accords économiques inéquitables, des pratiques commerciales prédatrices, des contrats léonins, etc. Et des interventions et des ingérences politiques parfois qui énervent, quoi. Et en fait, en voyant cette nouvelle classe politique et ces nouveaux mouvements politiques, ces nouveaux intellectuels poser ces préoccupations-là et en fait se constituer en caisse de résonance des préoccupations du peuple, en fait, ça aussi, ça participe à l'annulation des élections par Macky Sall, quoi. Et en fait, cet ordre libéral-là et ces politiques économiques visent souvent, en fait, l'exploitation de manière très, en fait, de manière anomique, les ressources naturelles des pays comme le Sénégal, avec la complicité de gouvernants locaux qui sont souvent très corrompus et des multinationales françaises qui sont très prédatrices, quoi. Quand on voit un syndicat du patronat français tel que le sien, qui fait plus de 80% de son chiffre d'affaires en Afrique, en fait, et en Afrique de l'Ouest particulièrement, on sait que le déclin de cette France-Afrique-là ben, risque de faire des dégâts chez la bourgeoisie et le capitalisme français.
Donc, en fait, ça aussi, ça se comprend. Et ce sont des préoccupations qu'on doit, en fait, élargir parce que ça ne s'abat pas que sur le monde urbain sénégalais. Ça touche aussi beaucoup d'autres couches qui ne sont pas urbanisées. Et en fait, l'agriculture au Sénégal aujourd'hui est très impactée par l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Auchan, Carrefour, etc., qui aujourd'hui ont des centres d'exploitation dans le milieu rural et qui y trouvent une main-d'œuvre bon marché. Et ça, à part le frappe, il n'y a aucun autre mouvement qui pose en fait, les problèmes qu'apportent ces nouveaux acteurs-là. Quand Auchan s'installe quelque part, c'est tout le commerce local qui est tué en même temps parce que bah, le niveau de production n'est pas le même et surtout les marges sur lesquelles les marges que Auchan pratique en fait sur ses prix, les autres commerçants locaux ne peuvent pas faire de même parce que le niveau d'approvisionnement et aussi le capital n'est pas le même. Donc en fait, c'est en posant de manière croisée ces questions-là, aussi bien par les nouveaux politiques et par les mouvements militants de gauche, en fait, ce sont ces revendications croisées-là qui font qu'aujourd'hui, ben, le pouvoir en place, surtout bourgeois, n'a pas intérêt à organiser des élections. Parce que Bassirou Diomaye Faye était bien positionné pour gagner les élections, nonobstant le fait qu'il soit en prison. Et que Amadouba, même si c'est difficile en Afrique d'organiser des élections où le camp présidentiel n'est pas représenté au second tour, même s'il y avait un second tour, comme l'a dit Ndongo, ce serait finalement un référendum où le peuple serait amené à choisir entre le statu quo et le progressisme, quoi. En fait, in fine, il y a aussi d'autres préoccupations qui sont nouvelles et qui sont de la nouvelle gauche. C'est aussi les préoccupations féministes aussi dont on ne parle pas forcément dans les médias, mais il y a un nouveau courant féministe radical au Sénégal qui pose des questions sur les conditions des femmes, sur le code de la famille de 72 du Sénégal, qui est un code ben, patriarcal, très conservateur. Et en fait, c'est cette intersectionnalité des préoccupations et des luttes qui a aujourd'hui sonné le glas du régime de Macky Sall, quoi, même s'il tente de s'éterniser au pouvoir. Oui, Ousmane, là, tu soulèves un point très important qui est celui de la gauche. Et je souhaiterais qu'on revienne un peu plus en profondeur sur cette question-là. Nongo, toi, tu expliques que les élections ont toujours été utilisées pour écarter la gauche. Et que le paradoxe en Afrique est que les rares dirigeants issus de la gauche, à l'image de Thomas Sankara, le sont arrivés par des coups d'État militaires. Dans le même temps, au Sénégal, on a des partis historiques d'une gauche qui a lutté contre le parti unique sous Senghor. Je pense au Parti africain de l'indépendance, dont un certain nombre de cadres un peu plus jeunes ont fondé le Parti de l'indépendance du travail, le PIT. Je pense à Ande Diop, issu de la gauche maoïste sénégalaise. Je pense à la Ligue démocratique, qui est également une excroissance du PAI. Ces partis historiques qui ont lutté contre le parti unique se retrouvent dans leur majorité aux côtés même du Parti socialiste qui les a réprimés pendant plus de 40 ans, ou en tout cas pendant 30 ans, euh, se retrouvent à rester en vie, j'irais même jusqu'à dire à vivoter, euh, par en fait leur allégeance à la coalition au pouvoir, un pouvoir qui est foncièrement néolibéral. Donc, vous, Nango et Ousmane, comment est-ce que vous voyez déjà, d'une part, la trajectoire de la gauche sénégalaise? Depuis, on peut partir depuis 57 avec le Parti africain de l'indépendance ou depuis la séquence depuis mai 68. Suite à cette séquence sont nés ces différents partis. Et l'actualité des partis de gauche, ou à défaut des luttes de gauche, qu'incarne notamment le FRAPP aujourd'hui dans l'actualité qui est la nôtre. C'est une question très intéressante. Bon, par gauche, on peut avoir une conception restreinte, mais essayons d'élargir nationaliste, progressiste, communiste, panafricaniste. Euh, Après la Seconde Guerre mondiale, disons dans l'Empire français, hein, en Afrique au sud du Sahara, bon, il y avait eu des formations comme le Rassemblement démocratique africain. Tant que le démocratique africain était allié au Parti communiste, les administrations coloniales ont rendu difficile les victoires électorales du Rassemblement démocratique africain.
Quand Houphouët a pris la décision, disons, de se séparer, de retourner de se séparer du Parti communiste, là, le Rassemblement démocratique africain est devenu plus ou moins hégémonique. Et ça, on l'a vu au niveau des indépendances, parce qu'à chaque fois, c'est Parti démocratique du Gabon, Parti démocratique guinéen, etc. Et donc, la période coloniale même, en fait, après 1940 jusqu'en 1960, elle est très intéressante. Parce qu'en fait, le système électoral a été utilisé contre la gauche, c'est-à-dire les nationalistes, les progressistes, les communistes, etc. Euh, Par exemple, l'Union des populations du Cameroun, qui était un parti nationaliste qui voulait l'indépendance, mais il a été dissous en 1955. C'est-à-dire qu'on ne leur a même pas permis de participer aux élections. Et il n'avait pas de représentants, en tout cas en France, comme les autres partis, alors que c'était le parti le plus structuré. Et donc, au Niger, vous aviez eu aussi le mouvement Sawaba, qui était aussi un parti indépendantiste, mouvement indépendantiste, qui a été durement réprimé, après ses militants ont été torturés, etc. Dans le cas de l'UPC, bon, on leur a fait une guerre pendant bon, plus d'une quinzaine d'années, hein, comme vous le voyez dans le livre de Thomas Deltombe et compagnie, Cameroun, le livre Cameroun. Et donc, dans le cas du Sénégal, on a eu aussi le Parti africain de l'indépendance. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, tous ces mouvements de gauche avaient déjà été plus ou moins liquidés, marginalisés, etc. Après, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, le parti unique s'est consolidé dans la plupart des pays. On l'a appelé parti unifié, bon, mais en dissolvant certains partis. Mais il y a eu une partie des leaders qui étaient auparavant favorables à la communauté qui ont cherché à prendre une voie nationaliste. C'est le cas de Mamadou Dia. Bon, ça a été aussi le cas de Amani Dioré à un moment donné. Et le Togo qui a une histoire différente, on avait Sylvanus Olympio. Mais tous ces dirigeants qui ont cherché une voie nationaliste après 1960, ils ont été écartés du pouvoir. Sylvanus Olympio a été tué, Mamadou Dia, Amani Dioré, etc. Ils ont été renversés du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les communistes. Mais tous les dirigeants communistes, en fait, sont venus au pouvoir via des coups d'État militaires. Marien Ngouabi, hein, Congo, Brazzaville, Thomas Sankara, Madagascar qui est un peu différent, bon, mais on a eu des officiers militaires avec la Révolution. Et donc, du coup, quand on regarde tout ça sur le long terme, qu'est-ce qu'on voit? Dans le cadre de notre travail, on a fait une base de données avec tous les dirigeants des 16 pays d'Afrique francophone, ce qu'on appelle la zone franc historique, dans tous les pays qui faisaient partie de la zone franc, de 1960 jusqu'en 2023. Et donc, quand on regarde tous les dirigeants qu'on a eus, même ceux qui sont restés une seule journée, en fait, on voit qu'il n'y a pas de dirigeants, un tant soit peu progressistes, hein, un peu contre la France-Afrique, voire anti-impérialiste, qui soit arrivé, en tout cas à la tête de l'État, comme président de la République, via des élections normales. Il n'y en a pas. Et donc, la première fois que ça aurait pu se dérouler, c'était aujourd'hui. C'est-à-dire que si on avait tenu cette élection, il y avait de fortes chances que Bassirou Diomaye Faye, même en prison, gagne l'élection. Et donc, quand la décision de supprimer, en tout cas d'annuler puis de reporter l'élection a été prise, bon, je me suis dit que c'est décevant, mais c'est conforme à la logique historique de la France-Afrique dans une certaine mesure, parce que c'est un système qui ne permet pas, en fait, l'arrivée au pouvoir via des élections normales, des candidats, disons, progressistes, anti-France-Afrique, anti-empire, etc. Et donc, ça veut dire que ce système, c'est un système de parti unique fondamentalement. Et donc, la gauche n'a jamais été bien servie. Maintenant, dans le cas de la gauche sénégalaise, mais beaucoup de ces partis dits de gauche se sont ralliés, disons, au néolibéralisme, c'est-à-dire que leur entrée dans les gouvernements, disons, dits socialistes ou libéraux, etc., traduit plus généralement, disons, le basculement de toutes ces forces de gauche d'antan dans le néolibéralisme. On a vu certains leaders de ces partis dire que maintenant, on est dans un monde néolibéral et il faut s'adapter, on n'y peut rien. Donc, quelque part, bon, est-ce qu'on est toujours fondé à parler de gauche dans le cas et que signifie la gauche, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème qui se pose, c'est le problème, disons, de créer des perspectives économiques pour la démos en Afrique. Et la démos, c'est la jeunesse. Mais on n'a pas de programme politique, on n'a pas de programme économique pour la jeunesse. On dit à la jeunesse, vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, on ne peut pas vous élire. Et d'ailleurs, même ce qui explique les coups d'État d'une certaine manière, hein, ça aussi on le dit dans le livre, c'est que la seule fois, vu que le système est tellement verrouillé contre les candidats progressistes,
Les rares fois qu'il y a eu des dirigeants, en fait, contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, ça a été des dirigeants militaires, comme on peut le voir, par exemple, dans le cas du Sahel. Mais comme aussi les dirigeants en place tendent à manipuler les constitutions, à rester longtemps au pouvoir, en fait, la seule manière pour les jeunes d'arriver au pouvoir, hein, en tout cas à la tête de l'exécutif, c'est via des coups d'État. Donc, c'est pas que nous le souhaitons ou l'approuvons, mais c'est ce que montrent les données qu'on a. Par exemple, Ibrahim Traoré, bon, quand il arrive au pouvoir au Burkina Faso, il a 34 ans. 34 ans. Doumbouya, il a 41 ans quand il renverse Alpha Condé qui a 82. Voilà. Goïta aussi, c'est un jeune dirigeant, Goïta au Mali, etc. Donc, ça veut dire que ce système est tellement verrouillé que la seule manière pour la jeunesse de parvenir au pouvoir, c'est via des putschs militaires. Et donc, du coup, cette jeunesse est totalement laissée en rade. Et donc, ce système ne marche pas et les forces de gauche d'antan, en fait, je pense que ne sont même plus à la hauteur des exigences modernes parce que on peut pas parler de démocratie sans parler de démocratie économique. Sans démocratie économique, il n'y a pas de démocratie tout court. Et ça suppose que les peuples aient le pouvoir de décider de leur avenir, puissent avoir accès, disons, aux ressources pour pouvoir organiser, en tout cas, leur vie économique, leur vie civique. Je donnerai juste un exemple rapidement, c'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde ce qui se passe en Chine, la Chine, bon, qui a connu des progrès fulgurants, je veux dire, le PIB réel de la Chine a été multiplié par 60 en 50 ans, entre 1970 et 2020. La part de la Chine dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale est passée de moins de 2% en 90 à près de 30% en 2020. Malgré tous ces progrès, la Chine a un énorme problème de chômage et de sous-emploi, au point que la Chine même ne publie plus les statistiques de chômage parce qu'elle a peur pour sa stabilité intérieure. Donc, nous, en Afrique, l'Afrique continentale toute entière, c'est moins de 2%, 1% et quelques de la valeur ajoutée manufacturière mondiale. Et c'est en Égypte, en fait, dans les pays du Nord et en Afrique du Sud. Au milieu, il n'y a rien presque en termes d'industrie, d'industrialisation et avec une croissance démographique importante. Donc, ça veut dire que les problèmes que nous avons sont beaucoup plus profonds, par exemple, que les petites crises institutionnelles que nous avons. J'appelle ça des petites crises institutionnelles parce que ce que nous avons, c'est qu'on a un modèle économique qui marginalise la plus grande majorité, la jeunesse. Et donc, même si nous traversons ce type de crise, il y en a d'autres beaucoup plus profondes, beaucoup plus graves qui se produiront parce que justement, on n'a pas un modèle économique qui permette de créer la prospérité pour la majorité. En fait, du coup, sur la question de la gauche au Sénégal, si on considère que les nouveaux mouvements nationalistes sont de gauche, ce que je ne crois pas pour la plupart du temps, après ça dépend en fait quels sont quels sont les nouveaux principes de la gauche au Sénégal. Si, parce qu'en fait, il y a une gauche anti-impérialiste qui n'est pas anticapitaliste forcément. Et c'est le cas de beaucoup de partis au Sénégal. Il n'y a pas de parti anticapitaliste sénégalais. Généralement, je vais prendre l'exemple d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un anti-impérialiste affirmé. Ça, tout le monde le sait. Mais sur l'anticapitalisme, par exemple, il ne l'est pas du tout. Il a plusieurs fois affirmé la nécessité d'avoir une bourgeoisie locale, par exemple. Et ça, je ne suis pas expert en économie, mais ce dont je suis sûr, c'est ni l'esclavage, ni la féodalité, ni le capitalisme ne sont une réponse à aux vraies problématiques du Sénégal, quoi. Et cette bourgeoisie locale finira toujours par être une bourgeoisie comprador, comme toutes les bourgeoisies finalement, et finira toujours par avoir un monopole sur les moyens de production et finira par exploiter aussi les forces productives. Donc, en fait, c'est aussi assez complexe de poser la question de la gauche globalement au Sénégal, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des préoccupations de gauche. Ça, c'est sûr. Les préoccupations de gauche ne sont pas forcément aujourd'hui portées par les partis politiques classiques. J'ai tout à l'heure parlé des nouveaux politiques et je mets Pastef dedans, mais dans les nouveaux politiques, il y a aussi les mouvements sociaux tels que le FRAPP qui posent les questions de en fait, de ce changement de paradigme-là. Malheureusement, en fait, au Sénégal, depuis la dissolution des partis de gauche et la collaboration étroite des partis de gauche avec le Parti démocratique sénégalais, on a, on n'a plus de théorie de gauche au Sénégal. On n'a plus de théorie de gauche
C'est-à-dire que c'est Lénine qui disait que pas de théorie, sans théorie, il n'y a pas d'action révolutionnaire. En fait, il n'y a plus de théorie de gauche dans la mesure où cette dialectique matérialiste-là n'est plus aujourd'hui considérée par les politiques. Même la production de la conflictualité, bah, à part depuis l'arrivée de Pastef, on a cette conflictualité-là. Mais avant l'arrivée de Pastef, en vrai, tous les partis politiques étaient à peu près d'accord. C'est-à-dire qu'il y a le maintien du statu quo. Le franc CFA, ce n'est pas un problème. Les accords de partenariat économique, ce n'est pas véritablement un problème. Il faut des politiques développementalistes, c'est-à-dire il faut des infrastructures. Ça, c'est un problème. Il faut des autoroutes. Et même quand on crée ces infrastructures-là, ce n'est pas grave si ce sont des entreprises françaises qui vont les exploiter pendant une trentaine d'années. En fait, tous les partis politiques étaient d'accord avec ça. C'est là où Pastef apporte une nouvelle donne, c'est en fait l'anti-impérialisme qui est posé et la production de cette conflictualité-là. Mais malheureusement, la dialectique matérialiste et en fait révolutionnaire-là manque aujourd'hui aux politiques sénégalais. C'est la pratique même en fait révolutionnaire qui n'existe pas véritablement au Sénégal. C'est-à-dire, on sait qu'il faut un changement, mais en fait, c'est un changement pragmatique. C'est-à-dire, il faut un changement, mais en fait, après le changement, il faut quoi après le changement? Est-ce qu'il faut repartir de la municipalité pour avoir la plus petite cellule d'organisation de la société? Est-ce qu'il faut maintenir l'État? En fait, sans pour autant être un anarchiste, mais est-ce qu'on peut continuer dans cette forme coloniale-là de l'État? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas véritablement dans les milieux qui sont censés être de gauche aujourd'hui au Sénégal. Le président de la République a énormément de pouvoir. Beaucoup, en fait, sont des réformistes, proposent qu'on diminue les pouvoirs du président de la République. Mais le problème, en fait, c'est la superstructure aujourd'hui qu'on a au Sénégal. Et là, aussi bien l'administration que toutes les autres représentations de l'État sont une sorte de superstructure qui écrase le peuple. Donc, en fait, il n'y a plus cette pratique révolutionnaire-là, malheureusement, en fait, et il n'y a pas de remise en question de toutes les structures de domination. Donc, malheureusement, depuis la dissolution des partis de gauche tels que le PAI, on a eu du mal à avoir ça. Et en fait, il demande ce que Gaston Bachelard appelle une coupure épistémologique. Parce qu'en fait, malheureusement, on est tellement dans ce consensus général-là que, par exemple, remettre en question l'existence de l'État ou même de la police est devenu une idée saugrenue. C'est-à-dire poser la question de l'existence de l'État est devenue tellement, en fait, saugrenue, loufoque, que les politiques n'ont plus, en fait, ce courage-là que ça demande pour poser ces questions-là. Donc, en fait, il faut cette coupure et cette rupture épistémologique-là pour revenir à des idées de gauche beaucoup plus radicales, quoi. Alors, ça nous amène à poser la question de l'état de la démocratie, qui est un peu le fil conducteur de notre échange. Euh, Nogo, tu parlais du fait que les élections ne permettent pas ni à la jeunesse, et encore moins à une jeunesse qui aspire à un changement véritable, à une rupture avec l'ordre établi, d'arriver au pouvoir. Tu as pris par exemple l'illustration de Mamadou Doumbouya de Guinée, qui, à la tribune des Nations Unies l'année dernière, parlait, remettait en question ce qu'il appelle la démocratie à l'occidentale. Et tu l'expliques très bien dans ton ouvrage et dans cet échange que ce qu'on appelle démocratie au Sénégal, en Afrique et à travers le monde euh, n'est autre une aristocratie bourgeoise. Dans le même temps, aujourd'hui, depuis l'indépendance, même avant l'indépendance, et ça s'est matérialisé avec sur les réseaux sociaux, par exemple, le hashtag Free Sénégal, il y a une aspiration populaire d'une grande partie de la jeunesse à plus de liberté, à pouvoir reprendre son destin en main. Donc il y a ces deux choses qui cohabitent, qui peuvent paraître paradoxales, mais je pense qu'ils sont conciliables. Une critique fondamentale de cette démocratie qui n'en est pas une, qui est issue du règne colonial et qui s'est retrouvée aujourd'hui par toutes les parures dont on a eu l'occasion de discuter aujourd'hui. Et dans le même temps, il y a une aspiration véritable à une rupture, à un changement radical. Ndongo, tu as travaillé largement sur la question de la démocratie. Tu as publié un ouvrage il y a une dizaine d'années sur la démocratie contre la République. Concrètement, je pose la question évidemment à vous deux, Ndongo et Ousmane.
quelle alternative, je parlerai pas simplement d'utopie, mais de refondation institutionnelle, est-ce que vous verriez pour dépasser peut-être la forme de l'État-nation telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, pour rendre d'une certaine manière le pouvoir au peuple? Bon, c'est une question qui n'est pas facile, mais je commencerai par dire deux choses. Euh, c'est qu'il y a une critique opportuniste, non sincère, de la démocratie dite occidentale, libérale, etc. Cette critique opportuniste non sincère, elle consiste d'une certaine manière à dire que, bon, les peuples votent mal, etc., le suffrage universel, c'est pas bien, etc. Et donc, il faudrait laisser les élites, parce que les populations sont bêtes, etc. Il y en a qui disent ça. Généralement, les néolibéraux tiennent ce discours-là. Il faut laisser l'élite, etc. Et chasser le peuple, en tout cas du cercle politique. Il y a une autre qui consiste à dire, bon, culturellement, il y a des problèmes avec la démocratie occidentale. Et ça, c'est un argument colonialiste. Parce que dans la période coloniale, bon, il y en a des gens qui disaient ça. Ah non, 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 l'Afrique, c'est juste des régimes despotiques, violents, etc. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Voilà, ils doivent obéir, ce genre de choses. Ça, c'est des critiques opportunistes. Et pour pouvoir, en tout cas, expliquer ce qui se passe et aller de l'avant, il faut déjà dire clairement que ce que l'Occident appelle démocratie n'est pas démocratique du tout. Il n'y a pas de démocratie en Occident, comme je l'ai dit. Regardez la Constitution américaine, cherchez les mots démocratie ou démocratique, il n'y en a pas. Cette Constitution a été créée contre la démocratie. Et si on lit Opinion publique du journaliste Walter Lippmann, qui est l'un des pères fondateurs du mouvement néolibéralisme, qu'on appelle la Société du Mont Pelerin, avec les Karl Popper, Hayek et autres, il écrit ce livre très célèbre du XXe siècle, euh, Walter Lippmann. Si les Américains savaient lire, ils rejetteraient violemment leur constitution parce qu'ils verraient que cette constitution est incompatible avec les idéaux de la démocratie. Et Walter Lippmann, ce n'est pas un radical de gauche, c'est un néolibéral, c'est un conservateur. Donc, il faut déjà dire que nous ne sommes pas en démocratie. Et donc, les peuples se battent pour la démocratie. Et donc, si les peuples disent que nous ne voulons pas de la démocratie, ça veut dire que nous voulons une forme de tyrannie. Euh, Voltaire avait l'habitude de dire, en tout cas, ce n'est pas mon écrivain favori, Voltaire, hein, mais il avait l'habitude de dire quelle est la meilleure forme de gouvernement. Ça fait 4000 ans qu'on se pose la question. Demandez aux rois, ils préfèrent tous la royauté. Demandez aux riches, ils veulent l'aristocratie. Il n'y a que les peuples qui souhaitent la démocratie. Et ça, c'est la vérité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la forme, parce que la démocratie, c'est un principe, c'est le principe d'égalité politique et d'équité sociale. C'est-à-dire que comme on est tous des êtres nés libres, rationnels, on a tous une égale part à participer à la gestion de la cité. Donc, il n'y a pas plus bel idéal que la démocratie. Maintenant, l'Occident a essayé d'imposer une forme oligarchique particulière qu'il a appelée démocratie. Et on a dit qu'il n'y a que cette forme politique-là qui est civilisée. Tout le reste, c'est mauvais, c'est autoritaire, c'est pas civilisé. Donc, nous devons, en tout cas, d'une certaine manière, avoir recours à notre créativité, à notre imaginaire politique pour trouver des formes constitutionnelles qui nous permettent de répondre aux défis de l'égalité. Et ces défis de l'égalité, en fait, c'est ce que disent les jeunesses africaines un peu partout. On veut des vies décentes, des conditions de vie décentes. On veut avoir notre mot à dire sur ce qui se passe. C'est-à-dire l'égalité politique et l'équité sociale. On a besoin de cela. Et donc, ça veut dire qu'il faut partir de la critique de ce qui existe, notamment les élections. Et souvent, quand on parle d'élections, on a, surtout nous dans nos systèmes, comme vous l'avez dit, hein, tous les deux, hein, hyper présidentialiste, c'est qu'on a l'impression que l'élection du président à un tour, à deux tours, c'est ça la démocratie. Alors qu'il y a toute une littérature en mathématiques qu'on appelle la littérature la théorie du choix social. Et donc, depuis le philosophe et mathématicien français Condorcet, il y a une étude sur les différents types de votes, les différents types de scrutins. Et ce que cette littérature montre, c'est que le type de vote que nous avons, le type de scrutin que nous avons, c'est-à-dire on élit quelqu'un à un tour, à deux tours, c'est l'un des modes de scrutin les plus clivants et aussi qui n'apporte pas forcément les meilleurs candidats. Si les États-Unis ont Trump,
c'est parce que d'une certaine manière, c'est lié à la nature de ce mode de scrutin. Les chercheurs mathématiciens ont montré que si d'autres systèmes politiques avaient été mis en place, il n'y aurait jamais eu Trump ou Hillary Clinton même n'aurait pas gagné les primaires. Donc ça veut dire que la volonté du peuple, quelque part, elle est toujours, en tout cas, travaillée par la nature du mode de scrutin. Quand vous choisissez un mode de scrutin différent, vous avez d'autres types de candidats, d'autres types de leaders politiques. Et paradoxalement, dans le cas du Sénégal, nous avons dit qu'il y a des clauses d'intangibilité. C'est la manière dont nous élisons le président, ça ne changerait jamais. Dans une démocratie, est-ce qu'on peut dire que ça ne changerait jamais? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de discussion démocratique sur la nature de nos institutions. Pourquoi élisons-nous le président du Sénégal? Pourquoi avons-nous un président déjà? Et pourquoi l'élisons-nous à suffrage à un tour ou deux tours? Mais ça vient de la pratique constitutionnelle putschiste de Gaulle qui a mis ça en place. Et nous n'avons jamais discuté de cela. Donc, ça veut dire que le système actuel crée une double exclusion. Il y a d'abord, on sépare les citoyens de la politique parce que les citoyens n'ont qu'un seul recours. C'est juste tous les 5 ans participer à la formation d'un corps souverain. C'est ça l'élection. C'est ça. Donc, ça ne rend pas le peuple souverain. Le peuple lui-même ne fait pas les lois. Et donc, on ne peut même pas parler de délégation de pouvoir parce que vous ne pouvez pas déléguer un pouvoir que vous n'avez pas. Les peuples n'ont pas le droit de faire eux-mêmes les lois. Donc, pourquoi pas de délégation? Il n'y a pas de délégation. Donc, c'est juste une manière d'influencer. Et donc, la deuxième chose, c'est que le capitalisme crée aussi une séparation entre les travailleurs et les moyens de production. Et donc, c'est tout ça qu'il faut reconnecter, c'est-à-dire que les travailleurs aient accès aux moyens de production et aussi puissent décider de leur vie en pouvant faire eux-mêmes les lois. Et donc, un auteur que nous citons et qui nous semble très important pour les défis que nous avons, pas seulement au Sénégal, en Afrique, mais partout à travers le monde, c'est le philosophe marxiste hongrois István Mészáros qui parle d'égalité substantive et de démocratie substantive. C'est une critique de la démocratie libérale, mais aussi une critique de l'État, parce que l'État que nous avons, colonial et bien avant, repose sur le principe de might is right, c'est-à-dire la puissance, la force et le droit. Malheureusement, c'est ce type d'État que nous avons. Donc, si nous voulons avoir d'autres pratiques démocratiques, il faut d'abord comprendre ce que nous avons qui n'est pas démocratique et aussi comprendre le principe démocratique qui est un principe d'égalité politique qui repose d'une certaine manière aussi sur le contrôle des moyens de production par les populations, par les travailleurs. Si nous n'avons pas ça, nous n'avons pas de démocratie d'une certaine manière. En fait, pour juste ajouter, parce que je suis totalement d'accord avec ce que dit Ndongo, aujourd'hui, l'une des limites en fait de cette démocratie à l'occidental, de cette démocratie néolibérale, c'est que il y a une sorte de captation de l'État par des intérêts privés. Du coup, aujourd'hui, il faut même regarder le profil des candidats. Généralement, ben, dans la majorité des cas, c'est soit des fonctionnaires, soit des gens issus de la bourgeoisie sénégalaise, ou même parfois, en fait, en fait c'est généralement dans 90% des cas, les candidats qui sont censés représenter le peuple ou même les représentants du peuple sont tous riches, très riches. Et donc parfois très déconnectés des réalités du peuple et des vrais défis en fait, de ce peuple-là qui sont censés représenter. Et donc, prend les candidats au Sénégal, on peut en citer au moins trois qui sont extrêmement riches. Anta Babacar Ngom, Amadou Ba, Serigne Mboup, ils sont extrêmement riches. Donc, en fait, et les autres, si on prend d'autres de ces candidats, sont des fonctionnaires. Il n'y a donc aucun candidat qui vient de, de ce bas peuple-là. Je sais que le terme est très trivial, mais ce peuple-là qui souffre au quotidien, qui vient de la paysannerie, qui vient des ouvriers. Et donc, cette démocratie fait de telle sorte que ces gens-là n'aient pas forcément accès aux leviers euh, de- pour prendre des décisions. Il n'y a aucun ouvrier, il n'y a aucun parti des ouvriers du Sénégal. Et donc, le souci, c'est que la représentation n'est plus légitime. Et donc, c'est un déclin de la légitimité. Vous prenez les députés au Sénégal, il n'y a presque aucun qui est légitime. Il n'y a que très peu de députés qui vont sur le terrain auprès des travailleurs pour s'enquérir des situations des travailleurs, qui va au piquet de grève pour soutenir les travailleurs qui se mobilisent
qui va dans le monde paysan pour voir comment la question des engrais est gérée par l'État et par les intérêts locaux. En fait, c'est ça le véritable problème, c'est que la démocratie libérale fait de telle sorte qu'on a un seul profil de candidats et de représentants. Et bon, parfois, on peut en avoir qui sortent un peu du cadre en fait prédéfini. Donc, c'est ça le véritable problème. Comment on fait pour faciliter l'intervention populaire? Que le peuple, le souverain, puisse s'autodéterminer pour intervenir directement dans les processus de prise de décision. Aujourd'hui, au Sénégal, de manière périodique, on organise des élections pour élire les députés et le président de la République. Mais après les avoir élus, députés et président de la République, le peuple n'a plus aucun moyen pour agir sur les actions posées par ces derniers-là. Aujourd'hui, les députés du Sénégal peuvent faire passer n'importe quelle loi. Elle va passer parce que ben, ces députés-là sont investis par la légitimité populaire, entre guillemets, et que le Conseil constitutionnel dit ne pas agir sur les lois constitutionnelles. En fait, sauf ce dernier cas-là. Parce que le Conseil constitutionnel, même s'il n'agit pas sur les lois constitutionnelles, regarde quand même les conditions d'adoption des lois. Mais en fait, en général, toutes les lois votées par les députés passent comme lettre à la poste. Donc, il faut mettre en place des cadres qui permettent au peuple de, d'intervenir directement et ce n'est pas par l'élection de représentants tels que les députés. En fait, l'Assemblée nationale au Sénégal, depuis 1960 et presque dans tous les pays africains, ne sert strictement à rien, si ce n'est d'entretenir une classe politique et des intérêts politiciens. L'Assemblée nationale ne sert pas à grand-chose. En tout cas, d'un point de vue purement intérêt du peuple, l'Assemblée nationale ne sert pas à grand-chose parce que le président de la République est toujours majoritaire. Et comme le président de la République, on est dans un régime hyper présidentialiste et il est majoritaire, il fait passer des lois qui entretiennent ses propres intérêts et des intérêts privés et non les intérêts du peuple. Ça, c'est le constat très froid et très réaliste. Donc, c'est là que aujourd'hui, la représentation nationale ne sert pas à grand-chose. Donc, comment faire pour trouver une alternative à ça? Est-ce que c'est d'avoir une assemblée constituante? Que le peuple, au lieu d'élire des représentants qui viennent de partis politiques classiques, puisse s'autodéterminer pour élire ses propres représentants euh, qui viennent du sein du peuple, en fait, et non des politiciens qui, d'un point de vue purement organique, ne font pas forcément parfois partie du peuple, quoi. C'est des gens qui sont entretenus par ben, les deniers publics, qui défendent des intérêts crypto-personnels et privés qui viennent des multinationales, parfois des institutions de Bretton Woods, mais qui ne parlent pas forcément le langage du peuple. Donc ça, c'est une proposition, une assemblée constituante, ça peut permettre de pallier cette problématique-là. Le communalisme est aussi l'une des réponses que la gauche ne porte plus. C'est qu'aujourd'hui, la forme de l'État n'est plus questionnée. C'est une question qui est laissée maintenant aux anarchistes de gauche, quoi, alors que ce n'était pas forcément des revendications anarchistes. La forme de l'État, beaucoup l'ont posée avant Kropotkin. Donc ce n'est pas une question que Kropotkin a été le premier à poser. Mais aujourd'hui, malheureusement, au sein de la gauche, la forme actuelle de l'État n'est plus posée parce que ben, c'est devenu euh, acquis et c'est maintenant une partie intégrante de notre politique, quoi, au Sénégal. Malheureusement, ces questions-là ne sont plus posées. La question de la révocation des élus. Après avoir élu le président de la République et les députés, le peuple n'a plus aucune matière, aucun moyen d'action pour révoquer un élu, par exemple. Et pourtant, beaucoup d'élus peuvent être frappés par la trahison, la haute trahison. Mais malheureusement, on ne peut rien faire parce que le référendum d'initiative populaire et d'initiative citoyenne n'est pas prévu par nos textes, malheureusement. Et donc, ce n'est pas forcément une démocratie si le peuple ne peut pas agir directement et se constituer un propre souverain, malheureusement. En fait, un petit mot hein, pour aller dans ton sens. C'est bon, récemment, quand je suivais les élections en République démocratique du Congo, c'est très significatif de l'aliénation qu'il y a dans l'exercice électoral en Afrique. Ouais. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, c'est un vaste territoire
beaucoup de ressources que le pays n'arrive pas à contrôler, mais qui n'est pas très intégré sur le plan des infrastructures. Et donc, les candidats à la présidentielle ne pouvaient pas faire campagne s'ils n'avaient pas de moyens. Parfois, il fallait avoir accès, disons, en tout cas prendre un avion pour pouvoir faire sa campagne, se déplacer d'une zone à l'autre, tellement le pays est immense et enclavé par l'absence, disons, d'infrastructures. Mais ce qui m'a davantage choqué, c'est que dans certains bureaux de vote où on dépouillait les résultats, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, ceux qui dépouillaient les résultats, ils avaient des lampes torches. Et donc, quand on réfléchit juste de manière rationnelle, on se dit, la priorité, ça devait être quoi? De faire que la République démocratique du Congo soit électrifiée et qu'on soulage les populations qui faisaient face à des inondations. Il y a eu peut-être plus de 300 morts à la même époque. Mais on prend des sommes colossales pour organiser des élections dont le résultat est connu d'avance. Et souvent, c'est la communauté internationale qui finance. Et quand elle finance, ça veut dire que vous n'êtes pas souverain parce qu'il y a des contreparties économiques, etc. Et donc, il faudrait réfléchir à tout ça. Et comme l'a dit Ousmane, ce qui est frustrant, par exemple, dans le cas du Sénégal, c'est qu'on se dit que depuis mars, on aurait pu éviter toutes ces morts si on avait juste dit au peuple, qu'est-ce que vous en pensez? Comment résoudre la situation? Mais on nous dit, vous ne comptez pas. Votre avis ne compte pas. Donc, si on ne supplie pas le président de la République d'être généreux, etc., voilà, on n'a pas de chance. Donc, il faudra qu'il y ait plus de mots. Et on est dans ce type de système. Et donc, la démocratie aurait supposé que le pays, le peuple, les gens ordinaires, aient leur mot à dire. Et si on leur avait donné la possibilité d'intervenir de manière institutionnelle, on n'aurait pas eu toutes ces morts. Alors, pour conclure, je voudrais vous poser une dernière question en revenant à l'actualité. On est aujourd'hui le 25 février. Le premier tour de la présidentielle n'a pas eu lieu. Le 2 avril, le mandat du président actuel s'achève. On ne va pas revenir sur toute l'orchestration du coup d'État, de la contestation qui a été réprimée, du simulacre de dialogue qui est annoncé pour demain. Jusqu'au 2 avril, constitutionnellement, le président est toujours en place. À partir du 3 avril, il sera illégal. Guy Marius Sagna avait évoqué l'idée d'un gouvernement de transition parallèle. Euh, Entre-temps, avant le 2 avril et après le 2 avril, puisque rien n'indique que le scrutin sera tenu avant le 2 avril, quelles sont les voies de sortie que vous envisagez et quels sont éventuellement les moyens de lutte que vous avez en tête? Bon, c'est une question très difficile de mon point de vue. Pourquoi? Euh, Moi, je ne suis pas juriste et pour dire vrai, j'ai rarement été convaincu par les débats des juristes parce qu'il se trouvera toujours un juriste pour dire le contraire de son homologue, etc. Là, il semble être admis que Macky Sall doit quitter le 2. Et donc, ce qui va se passer le 2, après le 2, bon, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on sera sur le terrain d'une certaine illégalité. Euh, Entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, la rationalité aurait voulu qu'on organise les élections avant le 2. C'est la seule voie qui me semble, en tout cas, légale et également qui réduirait les incertitudes sur l'avenir du Sénégal. Mais ce n'est pas la voie qui a été prise parce que la demande d'organiser un dialogue, elle se situe toujours dans la logique du report. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un dialogue qui ne convainc pas, en tout cas, les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour se donner plus de temps. Sachant également que, bon, ça, on n'en a pas parlé, mais il va y avoir des problèmes au niveau du fichier électoral. Ça, on n'en a pas parlé. Mais ça veut dire que la solution, une fois de plus, est entre les acteurs politiques. Les citoyens, ce qu'ils peuvent faire, c'est contester pacifiquement. Et je pense qu'il est important de contester pacifiquement parce que il y a des scénarios où, si les contestations, en tout cas, débouchent sur voilà, un chaos relatif, ça peut être un prétexte pour faire d'autres choses encore
qui vont davantage, disons, déstabiliser les institutions. Donc, ça veut dire que la démocratie, c'est toujours, en tout cas du point de vue des peuples, chercher des solutions pacifiquement, pacifiquement, mais toujours dans l'optique de renforcer les pouvoirs des peuples. C'est-à-dire que quel que soit le scénario, au Sénégal, nous avons besoin, et dans les autres pays africains également, de nous retrouver pour nous choisir nous-mêmes nos propres institutions. Et quand je dis ça, c'est les peuples à la base. Et je pense que même il faudrait, dans un premier temps, mettre les juristes de côté, laisser les peuples discuter eux-mêmes. Et quand ces peuples ont fini, voilà, peut-être de traduire ça dans un langage juridique extra, mais qui fasse sens pour les peuples. Parce que j'estime que, en tout cas pour ce qui me concerne, le type de constitution que nous avons ne correspond pas à nos besoins et ne sont pas légitimes dans une certaine mesure, dans la mesure où, en fait, elles n'ont pas été élaborées par nos peuples eux-mêmes. Donc, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas choisi la voie de la sagesse, de la rationalité. Mais parce que ça a toujours été malheureusement l'ordre constitutionnel france-africain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a été mis en péril, en fait, on préfère en tout cas aller vers des mesures extrêmes pour préserver cet ordre-là. Et ça, nous ne le souhaitons pas évidemment pour ce pays. Du coup, je pense que cette crise actuelle est très symptomatique de tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est qu'en fait, la sortie de crise est aussi laissée au bon vouloir du prince, quoi. C'est-à-dire, il suffit que Macky Sall, mardi prochain, nous dise que, in fine, il va quitter le pouvoir et organiser des élections avant le 2 avril pour que tout se calme. Donc, en fait, le peuple n'est plus si souverain que ça. Et que le vrai souverain, c'est le prince, quoi. C'est lui qui décide de son bon vouloir d'organiser des élections ou pas. Ça conclut bien tout ce qu'on a dit depuis maintenant plus d'une heure. C'est qu'en fait, la démocratie n'existe pas au Sénégal. C'est une vue d'œil de considérer que le Sénégal est un pays démocratique dans la mesure où le plus, le, le plus mundane, je sais pas comment le dire en français, mais le plus élémentaire des principes démocratiques n'existe pas au Sénégal. C'est que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Mais malheureusement, même le pouvoir judiciaire qui a sorti un arrêt, une décision assez révolutionnaire au Sénégal, n'arrive pas à arrêter le président parce qu'il a trouvé une nouvelle stratégie qui est d'appeler au dialogue et donc de prendre le temps qu'il faudra pour soit organiser une élection ou même ne pas les organiser, en fait. Donc ça pose aussi une question sur le pouvoir du peuple. Et la seule sortie de crise, malheureusement, au-delà du bon vouloir du prince d'organiser des élections, c'est que le peuple reste mobilisé. C'est la seule manière de sortir de cette crise, quand bien même, malheureusement, on va encore perdre des compatriotes qui vont se mobiliser et qui vont faire face à la brutalité policière, à la violence de la police. Malheureusement, beaucoup de camarades vont être encore arrêtés et beaucoup vont être violentés, quoi. Donc, cette crise-là, on ne voit pas encore le bout du tunnel parce que c'est une crise très compliquée. Dès que Macky Sall, le 3 février, a annulé les élections, on pouvait s'attendre à tout ceci, à toute cette crise-là qui n'est pas facile en fait. Parce que, on l'a dit tout au début, ils se rendent compte que le peuple, une bonne fois pour toutes au Sénégal, a la possibilité de choisir un candidat qu'on pourrait appeler anti-système. Et donc, est-ce que ça les arrange d'organiser les élections dans ces conditions-là? La question se pose. Et donc, la seule possibilité de sortie de crise que je vois, c'est que le peuple reste mobilisé. Et je ne suis pas sûr que si le peuple reste mobilisé, ça se fera dans la non-violence. Parce que malheureusement, le seul langage que comprennent nos dirigeants, c'est aussi le langage de la violence qui est parfois un moyen de lutte nécessaire. Mais on sait aussi ce qui peut s'en suivre. C'est parfois ce qui s'est passé au Gabon. C'est un passage de témoin d'un civil à un militaire. Et on ne souhaite pas être dirigé par des militaires qui ne valent pas parfois mieux que les civils, quoi. Donc, c'est une question encore difficile à répondre, mais en espérant que bah, tout se passe bien, quoi. Merci pour vos réponses. Je pense qu'on touche à la fin de l'échange.
Je voulais vous demander si vous aviez éventuellement un dernier mot. Bon, peut-être te remercier, toi, pour ton invitation, l'invitation également de Frappe pour ces moments d'échange. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aurait pas dû être là. La plupart d'entre nous aurions dû être près des urnes pour voter pour le candidat de notre choix. Mais tel n'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est juste continuer la mobilisation pacifiquement pour remettre le Sénégal, en tout cas, sur le chantier, en tout cas, sur les rails que ce pays, que ce peuple mérite, mais tout en continuant d'approfondir la réflexion, la démarche, parce que là, on vit une crise institutionnelle d'une certaine manière, mais elle n'est pas moins grave que toutes ces personnes mortes, disons, depuis mars 2021. Et il faudrait vraiment que nous puissions tous parvenir à un constitutionnalisme authentiquement populaire. C'est-à-dire, restons mobilisés pour faire face à cette petite crise, parce que c'est une petite crise au vu de ce que nos populations ont vécu et pourront vivre éventuellement si on ne rectifie pas la trajectoire politique sur laquelle nous sommes depuis ces dernières années. Donc, merci aux FAP, merci à Florian pour ces échanges. Merci également à Ousmane. Merci Nongo. Merci Florian pour la modération. Et merci à tous les camarades du FRAB, dont Aziz Ndao. Merci Nongo pour tout ce que tu fais et pour le travail que tu consacres à la lutte aussi. Et comme je l'ai dit au début de la discussion, nous te remercions, en tout cas au sein du FRAP et même au sein d'autres milieux. Et que tu sois rassuré que tes écrits sont très bien lus par les jeunes militants sénégalais de toute obédience, mais surtout de gauche. Et ben, t'encourageons à continuer à produire. Merci Florian aussi pour la modération et à tous les camarades qui nous regardaient sur Facebook et sur Zoom. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci à vous deux, merci aux frappes et la lutte continue.